Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans le désert post-apocalyptique de la langue française, entre autres, mais surtout de Mad Max, puisqu'on va parler de Mad Max Fury Road, film incroyable à mes yeux, mais on va en discuter. Je suis accompagné, comme vous le voyez, avec Thomas, qui revient, puisqu'il a écrit leur série sur le premier Mad Max, en tout cas qui est déjà sorti, donc chez l'Écran Fantastique, et là il prépare la suite, dans laquelle il y aura entre autres toute une partie sur Fury Road, donc il vient nous en parler pour notre plus grand plaisir et pour pouvoir parler de ce film qui, déjà, avant même que tu puisses dire bonjour, comment vous allez, blablabla, Fury Road, c'est un des rares films récents qui, je trouve, a atteint ce statut de film culte instantané. Vas-y, je te laisse. Oui, bonjour tout le monde. Ouais, c'est vrai, c'est assez étonnant même. Je pense que beaucoup de monde était assez perplexe quand George Miller a annoncé qu'il se lançait vraiment dans un quatrième épisode, même si ça a demandé beaucoup de temps, on va y revenir après, pour que le film voit le jour. Mais c'est clair que je pense pas que beaucoup de gens s'attendaient à ce que le film ait un impact à ce point. George Miller peut-être était, lui, en premier lieu, lui, il croyait évidemment. Mais puis surtout, c'est un film aussi qui a, je pense, un peu divisé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disaient ouais, mais il n'y a pas d'histoire, voilà, c'est beaucoup de bruit, alors que d'autres personnes disaient, on dit que c'est un film incroyablement cinématique, quoi. C'est-à-dire que George Miller, il a toujours eu cette volonté de faire des films qui parlent d'abord par l'image. Et je pense que Mad Max Fury Road, c'est vraiment la quintessence de ça, quoi. Donc, ouais, quasiment, un film culte quasiment immédiatement, ça c'est clair. Ouais. Pourtant, c'est pas le film qui a fait le plus d'entrées à ce moment-là, pour rester sur les véhicules qui font vroom vroom, Fast and Furious, je ne sais plus le combienième, est sorti la même année, a fait plus d'argent et tout. Mais Mad Max a tout de suite eu un petit côté bim. Et pourtant, c'est une suite, comme on en a actuellement. Ça aurait pu être clairement le truc commercialo raté. En plus, d'une certaine manière, il nous fait du fan service, puisqu'il fait hey, vous avez aimé le 2, eh ben, je vous redonne le 2 en x10 au niveau de la durée de l'action et tout. Et ça marche, quoi. Ouais, c'est vrai que financièrement, le film a fonctionné quand même, parce qu'il a, si mes souvenirs sont bons, il a dû récolter dans les 380 millions de dollars au box-office monde, ce qui est plutôt des bons chiffres, mais c'est pas des chiffres exceptionnels, hein, pour comparer. Le film est sorti en 2015. À l'époque, je sais pas, des films comme c'était à l'époque le deuxième Avenger, je pense, qui dépassait le milliard de dollars. Donc on n'est pas dans des chiffres comparables par rapport à ce que pouvaient faire les films du MCU, par exemple, du Marvel Cinematic Universe. Mais le film a aussi une reconnaissance critique. C'est-à-dire que il a quand même eu, il me semble, 10 nominations aux Oscars. Et donc, ouais, il a eu ce statut assez rapidement de film culte, hein, comme on disait tout à l'heure. Et effectivement, je crois que c'est dû au talent de Miller qui en fait a réinterprété son personnage, mais il le faisait déjà, même si dans la première trilogie, il y a forcément un lien, puisqu'on est avec le même acteur qui est Mel Gibson. Mais finalement, c'est des films tous un peu différents. Alors, il y a le même environnement, le même acteur, mais à chaque fois, il réinterprète le mythe. Et là, il le fait encore plus avec ce quatrième épisode, par la force des choses, puisqu'il change d'acteur. Et puis voilà, il a joué sur le côté aussi, George Miller, voilà, les cascades sont essentiellement faites en vrai, même si le numérique évidemment est présent également. Mais il y a tout ce côté-là qui fait que je pense que c'est devenu un film, un des monuments du cinéma d'action, ça c'est clair, et aussi un monument si on peut dire que c'est une catégorie des films dystopiques, je pense que c'est aussi un grand film dans ce genre-là. Ouais. Alors, j'ai le box-office en France sous les yeux de cette année-là. Fury Road, il a fini 22e, derrière des films tels que Les Mignons, voilà, tels que 50 nuances degrés, L'épreuve 2. Après, il y a des films sympas hein, quand même au-dessus, mais voilà quoi. Taken 3 est passé devant Mad Max Fury Road. Je veux pas être méchant, mais peut-être que le post-apo, il a eu lieu cette année-là en réalité. Hein, c'était peut-être de la peau. Bref. Alors, raconte-nous un petit peu cette Odyssée, parce qu'en réalité, ce qui est étonnant, c'est que c'est pas un film qui date de hier. Hein, je veux dire. Non, c'est un film qui a mis beaucoup de temps à se faire. Alors, pour resituer un peu le contexte déjà aussi de la première trilogie, je vais le faire rapidement parce que c'est pas le but de cette vidéo, mais George Miller, au départ, il se destinait pas forcément au cinéma. Il était médecin à la base.
mais il a toujours apprécié le cinéma. Il a voulu se donner une chance et ça a donné naissance au premier Mad Max qui était tourné en fin 77 et qui est sorti en 79 et qui lui a ouvert les portes de cette carrière de cinéaste. Il s'est lancé ensuite dans le deuxième épisode qu'il ne voulait pas forcément faire au départ parce que le premier film, au niveau du tournage, n'avait pas été une bonne expérience. C'est-à-dire que, notamment quand il a fait la post-production, il avait surtout retenu les erreurs qu'il avait faites pendant ce tournage. Et donc, il se disait, je vais faire autre chose que Mad Max. Et puis, bon, le personnage l'a un peu rattrapé. Et donc, il s'est lancé dans Mad Max 2, qui a eu un succès encore plus important que le premier et qui a installé vraiment cet univers post-apocalyptique, dystopique, ce personnage de Mad Max, de solitaire, voilà, de un peu héros malgré lui. Et donc, ce film a vraiment un très gros succès mondial, hein. Bon, surtout en Australie, mais aussi en France. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il doit faire plus de 3 millions d'entrées, je crois, au moins 2,5 millions, ça c'est sûr. Et derrière, il se lance encore dans un autre épisode. Bon, il a un petit intermède aux États-Unis puisqu'il va tourner un épisode, un des segments de la 4e dimension avec Spielberg. Et puis il revient en Australie pour faire Mad Max au-delà du Dôme du Tonnerre, qui sort en 85. Et là, un épisode un peu décrié par les fans parce que on retrouve l'ambiance de Mad Max, mais il y a un côté un peu plus, je dirais, positif pour résumer un peu, notamment dans la deuxième partie où Mad Max est entouré d'enfants et l'ambiance un peu nihiliste des 2 premiers épisodes est un tout petit peu gommée, même s'il est quand même toujours là. Et donc cet épisode-là sera un peu moins bien accueilli par les fans de la saga. Et donc là, George Miller se dit, il est peut-être temps que je coupe un peu avec Mad Max, et donc il va faire plein d'autres choses entre-temps, avant de revenir à Mad Max, notamment, il retourne à Hollywood pour retourner les Sorcières d'Eastwick avec Jack Nicholson, et c'est pas du tout une bonne expérience pour lui. C'est-à-dire qu'il le raconte, il dit, moi, ma première expérience avec Hollywood, c'était avec Steven Spielberg, et j'avais l'impression que ça se passait de manière formidable. Et il dit, mais je m'étais pas rendu compte en fait que Spielberg avait un tel statut qu'il était complètement protégé des interférences d'Hollywood, voilà, des producteurs qui pouvaient l'embêter. Et donc il était aussi, Miller indirectement était protégé de ça. Et il s'est vraiment rendu compte avec les Sorcières d'Eastwick du fonctionnement d'Hollywood, où en fait, il était un petit peu naïf, Miller, quand on lui demandait de quoi tu as besoin, on va faire quelques économies, est-ce que tu peux nous dire sur quoi on peut économiser? Lui, un peu naïvement, il disait, moi, j'ai pas besoin de caravane, par exemple, je suis toujours sur le tournage, sur le plateau, donc j'ai pas besoin de caravane. Et en fait, à partir de là, les producteurs ont considéré ça un peu comme un aveu de faiblesse. Ils se sont dit, lui, on va pouvoir lui gratter maximum avec lui. Et il raconte que, par exemple, quand il demandait 150 figurants, il en avait que 75. Et il a raconté ça à Jack Nicholson. Jack Nicholson lui a dit, mais à Hollywood, si tu veux avoir ce que tu veux, il faut être un peu malin et même un peu fou. Faut que tu leur montres que c'est toi le patron. Et donc, il a fini par dire, maintenant, quand j'avais besoin de 150 figurants, j'en demandais 300. Et j'étais sûr d'en avoir 150. Voilà. Donc, les Sorcières d'Eastwick, c'est pas une bonne expérience pour lui. Il a plus vraiment envie de travailler avec Hollywood, à tel point que il attendra 92 pour faire un autre film. Mais entre-temps, il faut savoir aussi que dans les années 80, ça on le sait assez peu, mais George Miller, il a beaucoup travaillé pour la télévision en Australie, c'est-à-dire qu'il a produit beaucoup de séries qui ont marqué vraiment en Australie dans les années 80. Donc il n'a pas rien fait non plus. Donc il revient avec Lorenzo en 92 au cinéma, qui est un film d'un tout autre genre, hein, vraiment un mélo assez dur d'ailleurs, c'est inspiré d'une histoire vraie. Un film d'ailleurs qui est plutôt, qui est pas forcément facile à voir parce que c'est vraiment un film dur, mais qui montre quand même l'étendue du talent de George Miller, qui sait vraiment tout faire. Et ce qui se passe après, c'est que on le sollicite pour travailler sur un film qui s'appelle Contact, et donc qui est une adaptation d'un roman écrit par Carl Sagan, l'astronome. Donc il travaille plusieurs mois, même pas, quasiment un an, je crois, sur le film.
Mais il n'arrive pas à s'entendre avec la Warner. Voilà, il n'arrive pas à s'entendre sur un scénario. Et il finit par abandonner le projet. Ça se passe pas très bien avec la Warner, donc le film est récupéré par Robert Zemeckis. Et ça se passera pas très bien avec la Warner, à tel point que voilà, il ira devant les tribunaux pour régler le problème. Et Mad Max dans tout ça, en fait, l'idée, elle vient au milieu des années 90. En fait, George Miller dit que juste après Mad Max 3, il avait déjà eu, il le raconte comme ça, il dit, je traversais la rue, et puis à un moment, j'ai eu un flash, et je me suis dit, mais ça, c'est une idée pour un nouveau Mad Max. Mais à l'époque, il dit, je venais de sortir de Mad Max 3, la dernière chose que je voulais faire, c'était faire un autre Mad Max. Donc il a laissé un peu de côté. Et au milieu des années 90, il est vraiment sur le devant de la scène parce qu'il y a un film qui s'appelle Babe, que je pense pas mal de personnes ont vu, qui marche très très bien. Alors il l'a pas réalisé, mais il l'a produit. Bon, il a un petit peu réalisé parce que le réalisateur Chris Noonan, c'est quelqu'un qu'il connaît depuis longtemps et donc il est producteur et il a en partie pris la main aussi sur le film et c'est d'ailleurs pour ça qu'il réalisera la suite quelques années plus tard. Et donc le film marche au-delà des espérances. C'est vraiment à la fois un succès financier et un succès critique. Un film produit par Universal. Et donc à ce moment-là, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que George Miller, il a déjà fait un film ultra violent et un film pour enfants. C'est ça, ouais. Et bah, ça montre qu'il veut vraiment toucher à tout, quoi. Quand on regarde sa filmographie, c'est évident. Enfin, je pense qu'il n'y a pas plus lointain comme univers que Babe par rapport à Mad Max, hein, ça c'est clair. C'est difficile d'avoir un spectre plus large que celui-là. Et donc le film est produit par Universal et donc là il est évidemment en très bon terme avec Universal, qui envisagera d'ailleurs après de travailler sur Mad Max. Mais entre-temps, il est ressollicité George Miller par rapport à Mad Max, mais par la Warner. Mais pas pour faire un Mad Max au cinéma, mais pour faire un Mad Max à la télévision. C'est-à-dire qu'à l'époque, il est question d'une série télé sur le personnage. Et donc, George Miller, pardon, il hésite, il se dit est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Puis il dit pourquoi pas, on me propose ça, je vais y réfléchir. Il dit j'ai rien à perdre là-dessus. Petite question, on parle bien de la télévision américaine, faire une version de Mad Max pour la télévision américaine. Exactement, tout à fait, ouais, pour la Warner, ouais. Et donc, on lui propose de travailler avec un scénariste qui s'appelle Eric Blackney, que j'ai interviewé pour le prochain numéro de l'Écran Fantastique. Et donc Eric Blackney, c'est quelqu'un qui a produit Un flic dans la mafia, qui est une série de la fin des années 80, début des années 90. Et à l'époque, il vient aussi travailler sur 21 Jump Street avec Johnny Depp. Et il raconte dans le magazine que en fait, on l'a sollicité pour en fait, retravailler la fin de la deuxième saison de 21 Jump Street où les producteurs n'étaient pas du tout contents. Et donc, il est arrivé, il a réécrit ça et tout le monde était super content. Voilà, ça fonctionnait très bien. Et donc, il est devenu showrunner de la saison 3. Il raconte que voilà, j'étais un peu le roi du monde, que j'étais le meilleur. Je jouais de la guitare avec Johnny Depp, tout le monde me trouvait très sympa. Et puis, très rapidement, ça a moins bien marché sur la saison 3. Et tout de suite, je suis rapidement devenu un paria et plus personne ne voulait de moi. Je rigole un coup parce que tu dis, il dit dans le magazine, ça c'est ce que moi je dis, toi, il m'a dit et je l'ai écrit dans le magazine, toi, c'est pas tout à fait c'est marrant comme tu dis ça, vas-y, continue. Et donc il a cette expérience, lui, de la télévision. Et donc il va collaborer avec George Miller pour essayer de mettre sur pied la série, enfin au moins un scénario. Et ils vont se rendre compte en fait que faut remettre dans le contexte, hein, on est au milieu des années 90, on est fin 95 et la télévision, en tout cas dans tout ce qui est fiction, n'a pas encore connu sa révolution des années 2000 où voilà, la télévision va devenir un support qui va complètement changer vis-à-vis de sa vision de la fiction. À l'époque, faire de la fiction à la télévision, c'est un peu faire du sous-cinéma, quoi. On considère que
Alors, évidemment, il y a des exceptions, il y a des très grandes séries à cette époque-là aussi, mais par exemple, il était pas envisageable qu'un acteur de cinéma aille faire un grand acteur de cinéma aille faire de la télévision. On considérait que c'était brader son talent. Aujourd'hui, ça a évidemment complètement changé. Et donc, George Miller et Harry Blackney se rendent compte que s'ils veulent pas trahir l'univers de Mad Max, ça va être très compliqué de faire une série, en fait, parce que Mad Max, il y a ce côté, ce que je disais tout à l'heure, un peu nihiliste. Il y a des personnages, voilà, notamment des méchants très particuliers. Et dans le côté un peu, voilà, un peu grand public de la télévision, c'est difficile d'être fidèle à l'univers de Mad Max et de l'adapter à la télévision. Aujourd'hui, je pense que ce serait, c'est pas l'objectif de George Miller, mais aujourd'hui, ce serait certainement plus simple. Mais à l'époque, c'était vraiment compliqué. Et donc, l'idée est abandonnée de se lancer dans la série. Pourtant, la Warner avait déjà prévu de faire des produits dérivés, de faire des figurines, Mad Max, ce genre de choses. Mais ils abandonnent l'idée. Ce qui prouve bien que ce qu'il voulait faire pour la télé, c'est un truc grand public qui touche peut-être un grand public, entre autres les enfants et autres, pour acheter des figurines. Donc l'univers Mad Max, c'est pas tant l'adapter, enfin je pense que oui, mais finalement ils ont déjà fait des séries western, je sais pas moi, Kung Fu par exemple, qu'un gars qui se balade d'un endroit à l'autre, on aurait pu retrouver ça. Mais l'univers et l'état d'esprit surtout, ça par contre. Oui. Et ça, c'était beaucoup plus compliqué. Et d'ailleurs, il y avait déjà eu une tentative, juste après Mad Max 3, de faire une série aussi, mais le projet avait été abandonné parce que malheureusement, l'acteur principal qui avait été sollicité avait eu un grave accident de moto, et donc Miller avait décidé de mettre ça de côté. Donc là, la série, à nouveau, elle est abandonnée. Mais Mad Max, lui, reste dans l'esprit de George Miller, d'autant plus que en 96, il y a un illustrateur, un dessinateur qui va lui écrire un courrier. Cet illustrateur s'appelle Brendan McCarthy, qui est un illustrateur qui a été marqué par Mad Max, notamment le 2e épisode. Il a créé dans les années 80 un comic qui s'appelle Freak Wave, et qui est ouvertement inspiré de Mad Max 2, et qui d'ailleurs, je pense que le film Waterworld s'en inspirera aussi un peu. Si on doit citer toutes les œuvres qui s'inspirent de Mad Max 2, je crois qu'on est là jusqu'à demain. Hein. Je rappelle qu'on a fait une petite vidéo sur Hokuto no Ken, par exemple, pour citer que ça a même influencé au Japon. Et donc, à l'époque, il travaillait aussi, cet illustrateur, sur une série canadienne qui est totalement en image de synthèse, donc au milieu des années 90, hein, les effets, le numérique n'est pas encore au niveau qu'on connaît aujourd'hui. Et il y a un des épisodes qui est une parodie, enfin un hommage en tout cas à Mad Max 2. Et donc, il lui écrit une lettre et il lui envoie une vidéo de cet épisode. Et George Miller est intrigué. Il se dit, tiens, pourquoi pas essayer de discuter avec cette personne. Et donc, il le sollicite, et les McCarthy et Miller se rencontrent. Et McCarthy lui dit, mais à l'époque, l'idée de la série n'est pas encore totalement abandonnée. Et McCarthy lui dit, mais pourquoi tu veux faire une série, est-ce que je sais pas, faire un 4e film, ce serait pas mieux, quoi. Et là, Miller se dit, bah c'est vrai que le projet sur la série n'avance pas, donc pourquoi pas essayer de faire un film. Et là, en fait, il va monter sa petite équipe, Miller. À l'époque, il est déjà pas mal accaparé par la suite de Babe, qui sortira en 98. Et donc, il monte sa petite équipe, donc qui est composée de Brendan McCarthy. Il rappelle Eric Blackney, avec lequel il a travaillé sur la série. Il sollicite un autre illustrateur qui s'appelle Peter Pound, que j'ai interviewé aussi pour le magazine. Et Peter Pound qui a déjà travaillé avec Miller, hein, depuis quelques années sur d'autres projets. Et aussi Norma Morisseau, qui est la chef costumière de Mad Max 2 et de Mad Max 3. Donc cette équipe se met en place, et donc ils travaillent. Pour l'instant, il y a des idées de scénario. Enfin, l'idée de base, elle est posée, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire une course-poursuite en gros de 2 heures. Il y a déjà l'idée d'un personnage féminin central, avec Max qui intervient évidemment dans le scénario, mais il n'y a pas de scénario vraiment écrit. Et donc Eric Blackney, qui a travaillé sur la série, est là justement pour essayer d'écrire un scénario.
Et il se rend compte que la méthode de Miller, elle est assez comment dire, inhabituelle. C'est-à-dire qu'il veut vraiment travailler sur l'image. C'est pour ça que le travail avec Brendan McCarthy l'intéresse beaucoup, qui lui voilà, est issu du milieu du comics et de la bande dessinée. C'est-à-dire qu'il veut d'abord visuellement traduire ce qu'il veut voir à l'écran avant de le faire en mots, en fait. Et donc, pendant des semaines et des mois, il travaille comme ça, à tel point que Eric Blackney, il commence à se demander mais qu'est-ce que je fais là, quoi. Et il finira par partir. Alors lui, il dit que il sentait plus vraiment à sa place et que donc il fallait mieux qu'il parte. George Miller, lui, dit qu'il n'avait pas des idées suffisamment bonnes pour rester poli. Et donc, c'est lui qui l'a plutôt fait partir. Voilà. Donc lui s'en va, et puis au fur et à mesure, les choses n'avancent pas forcément assez vite, et donc l'équipe finit un peu par se séparer au fur et à mesure. On est en 97, enfin 96-97. Babe 2 sort en 98, si je ne me trompe pas, et le film fonctionne, enfin c'est un échec, hein, clairement, il ne fonctionne pas du tout aussi bien que je parle d'un échec financier, hein, chacun jugera la qualité du film. Voilà, donc le film ne fonctionne pas autant que le premier. Pour autant, George Miller n'abandonne pas l'idée de son Mad Max. C'est quelqu'un de très têtu, Miller. Et donc, il se dit, voilà, bon, Babe 2 n'a pas marché, mais j'ai quand même suffisamment de crédit pour essayer de continuer ce projet. Universal, d'ailleurs, lui fait toujours confiance, puisque il est question d'une sortie d'un Mad Max 4 à l'époque dès 2001. Donc vous imaginez, le film ne sortira qu'en 2015 et on pense déjà à une sortie en 2001, donc on en est très loin. Et donc Miller reforme une nouvelle équipe en 99, où il rappelle Brendan McCarthy, il rappelle Peter Pound, et il y a un troisième homme qui intervient, qui sera essentiel, il aura un rôle absolument capital dans la création de ce quatrième épisode, c'est Mark Sexton, qui est un illustrateur qui est originaire qui a grandi en partie en Nouvelle-Zélande et en Australie, qui a fait ses études en Australie. Et donc, c'est cette équipe de 3 personnes, avec évidemment George Miller, va travailler pendant des mois et même des années, enfin Mark Sexton en tout cas, ce sera des années, sur la conception du film. Et George Miller garde cette idée de construire vraiment le film visuellement. C'est-à-dire que Mark Sexton, que j'ai interviewé également, le raconte dans le magazine. Il dit en fait, notre quotidien, c'était qu'on était dans une salle à Sydney, donc dans les bureaux de production de Kennedy Miller, qui est la boîte de production de George Miller. Et en effet, on était dans une salle qui s'appelait la Mad Max Room. Et en fait, George Miller, il s'asseyait dans un coin de la pièce, puis il nous disait, moi je verrais bien un véhicule qui ferait ça, et puis après il se passerait ça dans le film, et puis après il y aura cette scène-là, il y aura telle cascade. Et après c'était à Brendan McCarthy, à Mark Sexton et à Peter Pound de visuellement de traduire tout ça en images. Alors, ce que j'ai pas dit aussi sur Mark Sexton, c'est que il le raconte aussi dans le magazine, c'est la façon dont il est arrivé sur le projet. Il avait déjà travaillé pour Kennedy Miller, et quand on l'a sollicité, en fait, il avait travaillé sur Babe 2, et quand on l'a sollicité, c'était le frère de George Miller qui l'a sollicité. Il était persuadé en fait qu'il allait travailler sur Happy Feet. Happy Feet qui n'est sorti qu'en 2006, mais le projet était déjà, il y avait déjà un embryon de projet à l'époque. Donc il s'est dit, oh non, mon Dieu, on va encore m'obliger à travailler sur des animaux qui parlent, je ne peux pas faire ça. Mais il y va quand même parce que c'est George Miller. Et donc il arrive. Et il est accueilli par... des animaux qui parlent et qui chantent, hein, précisons-le quand même. Hein. Et donc il arrive à Sydney, et il est accueilli par le frère de George Miller, qui lui dit, vas-y, tu peux monter, George t'attend dans la Mad Max Room. Et il se dit, Mad Max Room, tiens, c'est bizarre. Pourquoi? Et donc il rentre dans la pièce, et il raconte qu'il a vu un grand tableau blanc, et puis un titre de film qui était déjà Fury Road. C'était déjà prévu, le film s'appelait déjà comme ça à l'époque. Et il voit des dessins déjà qui étaient faits par Brendan McCarthy et Peter Pound. Et là, donc, il échange évidemment, naturellement, sur le film avec
avec George Miller. Et puis au bout de quelques minutes, George Miller finit par lui dire voilà, est-ce que tu voudrais travailler sur Mad Max, quoi? Évidemment, Mark Sexton me dit oui, ça je vais pas te dire non, évidemment. Donc lui qui avait travaillé sur bien autre chose que Mad Max, il se retrouve à être embarqué dans cette aventure. Et donc voilà, il le raconte aussi dans le magazine. Il y avait en fait un énorme tableau blanc au milieu de la pièce, et en fait chacun dessinait, proposait des images. George Miller validait ou pas. Et en fait, une fois qu'une image était dessinée, il y avait une sorte de scan qui était intégré au tableau. En fait, ça passait sur le tableau, ça numérisait les dessins et ça les imprimait en tout petit format. Et ça permettait ensuite à George Miller de les manipuler, de faire des sortes de séquences animées, des mini storyboards qui lui permettaient de commencer à envisager ces séquences. Donc, si j'ai bien compris, on part pas d'un scénario, on part vraiment d'idées visuelles, j'ai envie de dire presque, si on dit bande dessinée, c'est un peu rabaisser la bande dessinée, puisqu'il y a aussi des scénarios dans la bande dessinée. Mais je veux dire, vraiment d'idées visuelles, et qu'ensuite, justement, on a agencé pour créer des séquences. Donc, c'est vraiment une écriture qui part, comme tu l'as dit, du visuel. Oui, et d'ailleurs, Mark Sexton, lui, quand on lui pose la question sur ce fonctionnement un peu inhabituel, lui dit mais c'était en fait totalement naturel pour un film comme celui-là, parce que c'est un film qui est tellement qui ne marche que par l'image en fait, hein, et il le dit d'ailleurs, si vous regardez Mad Max 2, si vous lisez le scénario de Mad Max 2 mais que vous n'avez pas d'image en tête, c'est ennuyeux au possible. Et il dit si on avait fait la même chose pour Fury Road, si on faisait lire à un acteur le scénario de Fury Road sans image, il s'est dit qu'est-ce que raconte ce film, qu'est-ce que vous voulez dire? Et donc pour Mark Sexton, pour Peter Pound et pour Brendan McCarthy qui était vraiment comment dire, l'associé numéro 1 de George Miller sur le projet, c'est vraiment lui qui était celui qui traduisait en premier les idées de George Miller, et après Peter Pound et Mark Sexton les travaillaient. Ils avaient une trame évidemment du scénario, mais en gros il y avait 4 lignes de scénario pour ensuite 50 storyboards, 50 images. Donc c'était impossible en fait au final de travailler autrement que comme ça. Et d'ailleurs quand ils ont après proposé des scénarios à des acteurs, c'était un scénario qui était accompagné du storyboard. Il n'y avait pas moyen de faire autrement en fait. Si on voulait convaincre des acteurs, il n'y avait pas moyen de faire autrement. Donc cette bande-là, elle travaille pendant des mois dessus. Au fur et à mesure, Peter Pan va devenir celui qui va s'occuper plus de l'aspect véhicule. Il n'est pas tout seul, mais c'est lui qui va être un peu celui à qui l'on parle quand il s'agit de créer les véhicules. Bon, Brendan McCarthy aussi avait créé pas mal de choses. Brendan McCarthy va après partir sur d'autres projets. Et c'est du coup vraiment Mark Sexton qui, jusqu'à fin 2001, va devenir celui qui va dessiner le plus de storyboards, à tel point qu'à la fin, alors ça c'est un chiffre invérifiable, mais apparemment il y aurait eu 3500 images dessinées pour faire le storyboard du film. Donc évidemment, ça dure des mois, voire des années, il y a aussi pas mal d'idées qui ont été abandonnées. Ils n'ont pas tout gardé, notamment, si je peux citer juste un ou deux exemples, ça concerne Immortan Joe, il était bleu à la base. L'idée a été abandonnée parce qu'un certain film qui s'appelait Avatar est sorti entre-temps, donc ils ont voulu abandonner l'idée. Au départ, c'était pas de l'eau qui tombait d'en haut, c'était des patates. Et il fallait trouver une patate bleue qui permettait, si on la trouvait, d'accéder au repère d'Immortan Joe, et donc d'être un peu dans la haute société de ce désert. Donc voilà, évidemment, il y a eu un énorme tri qui a été fait pour arriver à ce film de 2 heures qui reste extrêmement riche. Mais j'ai une question. Alors du coup, ils ont raison ceux qui disent qu'il n'y a pas de scénario du coup. Dans l'absolu, on pourrait presque dire oui, parce que c'est comme si une énorme course-poursuite. L'histoire, elle se résume très très rapidement. On a un méchant tyrannique qui veut garder ses épouses pour lui. On a une femme qui n'est pas d'accord avec ça. Elle prend ses épouses, elles s'en vont.
elle ne trouve pas l'endroit où elle voulait aller, elle retourne et elle réussit à conquérir l'endroit et à devenir les chefs de cet endroit. Voilà, c'est résumé comme ça. La chose, c'est que, et ça, George Miller l'a très bien compris, c'est qu'on est dans un médium qui s'appelle le cinéma, et que le cinéma, c'est d'abord des images et du son, et que, oui, c'est toujours très bien d'avoir un excellent scénario et d'avoir voilà, des éléments psychologiques qui permettent de densifier dans ce qui est son histoire. Mais George Miller, dans ce qu'il raconte visuellement, dans le rythme qu'il donne à son film, je serais presque tenté de dire qu'il est tellement efficace, et c'est une expérience physique et sensorielle aussi, Mad Max 4. Et donc, il est tellement efficace là-dedans que d'avoir un scénario presque trop poussé, ça parasiterait, je pense, la façon dont on vit ce film et dont on le reçoit. Et ça, je pense qu'il a très bien compris. Et c'est pour ça que le film marche aussi bien. Alors, il a pas forcément besoin d'un scénario compliqué, mais je dirais que c'est une qualité du film d'avoir un scénario simple. C'est clairement. Et donc, ceux qui disent qu'il n'y a pas de scénario, ils n'ont pas tort, mais ils ont tort dans la façon dont, je pense, dont ils appréhendent le film, le produit final. Il n'y a pas forcément de scénario écrit, ce qui ne veut pas dire qu'il ne se passerait rien n'est raconté, mais c'est raconté autrement que par le scénario. Exactement. Et les personnages sont là. Il le dit d'ailleurs, Miller, il le dit, moi je voulais raconter le parcours de personnages qui ne sont pas forcément des parcours très compliqués, très complexes, mais il voulait les raconter en mouvement. C'est-à-dire que les choses, elles sont dites pendant des scènes d'action. Furiosa, on apprend à la découvrir au fil du film. Mad Max, il n'est pas du tout le même au début et à la fin du film, même si il garde même à la fin du film ce côté solitaire, endurci, voilà. Mais par exemple, quelqu'un qui n'a pas vu les 3 premiers films, il peut tout à fait apprécier ce film. Et pour ça, voilà, Miller, de toute façon, il l'a toujours dit, même dès le premier film, et ça s'est de plus en plus développé au fil de sa carrière. Il a dit, moi, je veux faire du cinéma presque muet, en fait. Je veux que les images montrent, alors muet dans le sens, évidemment, il y a beaucoup de sons, le son a un rôle extrêmement important dans ces films, mais muet dans le sens, j'ai pas forcément besoin de dialogue pour dire ce que j'ai à dire. Et c'est vrai que pour ça, Fury Road, il n'y a pas beaucoup d'exemples dans le cinéma moderne de films. Alors si, il y a d'autres films d'action qui parlent pas beaucoup, mais des fois, ça passe pas très très bien. Lui, il arrive à le faire de manière assez magistrale, et vraiment, il avait ce but-là au départ, et il l'a extrêmement bien réussi, je trouve. Ouais. Je tiens à préciser qu'un certain Hitchcock a dit qu'à partir du moment où le cinéma est devenu parlant, pour lui, c'était la mort du cinéma. Ouais. C'était justement représenté par la caméra. Alors, peut-être qu'il a un petit peu exagéré, mais on retrouve cette idée justement de raconter par la caméra. Kurosawa aussi, il avait cette ambition-là, justement, que son film puisse être vu à l'étranger si on ne parle pas la langue. Et ça, il me semble que c'est cette description-là, c'est même Miller qui l'a dit. Donc, il avait vraiment cette idée du cinéma par l'image, plus que par le pur dialogue vide, on va dire. Vide d'image. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai pas compté le nombre de lignes le nombre de lignes de texte qu'il y a Max dans ce film, mais ça doit pas faire beaucoup, je pense. Le nombre de fois où Tom Hardy ouvre la bouche, je pense que s'il y a peut-être une trentaine de lignes de dialogue, je pense que ça doit être le grand maximum à mon avis. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Tom Hardy, on peut peut-être revenir sur le fait que Mel Gibson n'ait pas fait de film. Au départ, évidemment, quand Miller se lance au milieu des années 90 dans un éventuel Mad Max 4, il est inconcevable de pas reprendre Mel Gibson. Il faut savoir que dans les années 90, c'est une énorme star, Mel Gibson, il faut resituer dans le contexte. C'est une des plus grandes stars de la planète de l'époque, avec Harrison Ford, avec Tom Cruise, avec Tom Hanks, avec Kevin Costner aussi. On est vraiment dans cette génération-là. Et donc, voilà, pour lui, quand il écrit le scénario, c'est forcément avec Mel Gibson en tête. Et même d'ailleurs, Brendan McCarthy, lui, n'envisage pas également de faire le film avec un autre acteur. Et donc, quand il dessine tous ces storyboards, à un moment, ils se disent, peut-être falloir qu'on l'appelle un peu, ce Mel Gibson, pour voir ce qu'il en pense. Et donc, Mel Gibson arrive à Sydney dans les bureaux de George Miller en début 2001. Et ça, pareil, Mark Sexton le raconte dans le magazine. Et c'est assez drôle parce que
En fait, qu'est-ce qui va se passer? Il y a déjà des milliers de storyboards qui ont été dessinés. Donc, pendant les 2 jours où Mel Gibson est à Sydney, en fait, il est assis sur une chaise et il y a George Miller à côté de lui et Brendan McCarthy qui lui montrent les storyboards et puis qui lui disent là, tu vois, là tu seras dans l'Interceptor et puis là, tu vas faire un tonneau. Et puis dans la scène d'après, tu seras attaché parce qu'on va te graver des trucs dans le dos. Et puis ça tout le temps, voilà, il lui déroule le film comme ça. Et Mark Sexton raconte, c'est assez drôle, il dit, mais à tel point que ça durait des heures, et qu'à un moment, Mel Gibson, il est sur sa chaise comme ça, et puis il ferme les yeux tellement ça devient compliqué. Et surtout, il dit aussi que Miller n'était pas forcément très habile des fois pour raconter le film, et c'est Brendan McCarthy qui prenait le relais pour maintenir l'attention de Mel Gibson, pour lui dire non mais là tu vas voir, c'est génial, il va se passer ça. Et à l'époque, Mel Gibson, lui, il a une réponse plutôt positive, il est plutôt enthousiaste. Il dit, on est en 2001, il dit, moi je veux faire le film, ça m'intéresse. En revanche, il faut le faire vite. Et parce que lui, il dit, moi j'ai 45 ans, si on ne fait pas le film dans les 2-3 ans, vu tout ce que le film demande physiquement, je ne serais peut-être pas capable de le faire. Alors aujourd'hui, ça peut sembler un peu étonnant quand on voit Tom Cruise à 60 ans jouer encore dans Mission Impossible, mais Mel Gibson, il n'a peut-être pas le même hygiène de vie que Tom Cruise. Et donc à l'époque, il est vraiment question de faire le film avec Mel Gibson. Donc comme je disais, qui est une énorme star, et Miller comprend que il faudra le payer aussi. Il faudra payer le cachet qu'il le mérite. Et à l'époque, Mel Gibson, c'est 20 millions de dollars par film. C'est pas moins que ça. Et donc, et voilà, il sait que le budget va vraiment. De toute façon, pour faire Mad Max, il faut de l'argent, mais quand vous rajoutez 20 millions, surtout à l'époque, ça commence à faire de l'argent. Mais les studios qui sont sur le coup, parce que Universal était intéressé, puis après c'est la Fox qui va prendre le relais pour finalement que la Warner revienne en jeu. Mais les studios, ils n'imaginent pas, eux, un film Mad Max sans Mel Gibson. D'autant plus que quand il est encore envisagé, même en 2002, je crois que c'est 2002, où signe avec de M. Night Shyamalan sort, qui a aussi un gros succès, c'est le deuxième plus gros succès de réalisateur après Sixième Sens. Donc Mel Gibson est toujours une star au début des années 2000. Puis il a aussi changé de statut, Mel Gibson, parce qu'il est devenu réalisateur. C'est ce qui va aussi changer un peu le rapport avec George Miller, parce que la dernière fois qu'ils ont travaillé ensemble, c'était en 85 sur Mad Max 3. À l'époque, il avait à peine 30 ans, il avait moins de 30 ans, Mel Gibson, il était déjà en train de devenir une star, mais il n'avait pas le statut qu'il allait avoir dans les années qui suivent. Et là, il est en plus passé derrière la caméra. Avec Braveheart, il a eu l'Oscar du meilleur réalisateur et du meilleur film. D'ailleurs, petite parenthèse, la même année que Babe, parce que Babe était aussi nominé à cette époque-là, et c'est Mel Gibson qui a reçu les récompenses. Donc effectivement, le rapport de force, il a un petit peu changé. Et Mark Sexton aussi le dit dans l'interview. Il dit, quand on déjeunait avec Mel Gibson en 2001, on sentait qu'il avait vraiment, un discours de réalisateur. Et il était déjà, il pensait déjà à réaliser La Passion du Christ, même si le film ne sortira qu'en 2004. Et donc, il avait vraiment déjà une vision de réalisateur. Et donc, à cette époque-là, donc il est toujours question de Mel Gibson, même si Miller comprend que ça va peut-être être un peu difficile. Et donc, il se dit, on peut peut-être aussi imaginer autre chose avec un Max un peu plus jeune. Et un des acteurs à qui il pense à l'époque, c'est Heath Ledger, qui vraiment sort du lot à l'époque et qui vient de tourner avec Mel Gibson dans The Patriot. Donc le lien se fait un peu naturellement. Et si je ne dis pas de bêtises, dans The Patriot, il fait un fils de Mel Gibson en plus. Ouais, tout à fait, ouais, absolument, ouais. Donc à l'époque, c'est la Fox, on est en 2001-2002, c'est la Fox qui a repris le projet en main. Et il est vraiment question de sortir le film, puisque comme Hollywood sait faire, parfois les grands blockbusters sont positionnés 2, 3, 4 ans à l'avance sur des dates pour garder la date au chaud et pour être sûr de pouvoir sortir à cette date-là et qu'il n'y ait pas un autre blockbuster qui se positionne la même semaine. Et le film est positionné en juillet 2004. Donc il est à nouveau question d'une sortie en juillet 2004 et donc un tournage à l'été 2003 pour pouvoir respecter la date.
Et là, il est toujours question que Mel Gibson fasse partie de l'aventure. Il y a des repérages qui sont faits un peu partout. Il est question de tourner en Australie, comme les 3 premiers films. Même si Mel Gibson dit moi, je préférais les États-Unis parce que moi, partir 6-8 mois, quitter les États-Unis 6-8 mois, je suis pas trop chaud. Mais la Fox se rend compte que ça coûterait trop cher de tourner aux États-Unis, donc on envisage d'autres solutions. Le pays qui est retenu, c'est la Namibie. Voilà, trouve le bon équilibre. Hein, voilà, les paysages correspondent bien à l'univers de Mad Max et ça coûterait moins cher. Donc le travail commence sur place. Fin 2002, il y a une équipe qui commence à s'installer, à travailler sur les véhicules. Et puis finalement, au bout de quelques mois, la Fox prend un peu peur. Ils se rendent compte que le film va peut-être coûter un peu trop cher. Et il y a aussi des raisons, enfin on va dire des prétextes un peu politiques qui sont utilisés. Il y a la guerre en Irak, ils ont peur d'aller tourner en Afrique, dans des conditions un peu compliquées, ça puisse être problématique. Et donc finalement, à quelques mois du début du tournage, la Fox abandonne le projet. Et donc voilà, Miller doit mettre ce Mad Max 4 de côté. Ça ne l'empêche pas de continuer à travailler sur le film avec un nouveau collaborateur qui s'appelle Nick Latouris, que les fans de Mad Max connaissent. Si vous vous souvenez du premier Mad Max, il y a une scène où il y a un mécanicien dans le premier film. Et ce mécanicien, c'est Nick Latouris parce qu'il est aussi acteur. C'est pas la première fois que George Miller sollicite des acteurs pour écrire des scénarios. Et donc, il travaille avec lui. Et c'est aussi un acteur pour ceux qui sont un peu nostalgiques d'une série qui s'appelait Hark Cœur à Vif. Il jouait dans cette série-là. Et donc, il le sollicite. Et là, Nick Latouris va prendre les 3500 storyboards qui ont été faits. Il va plancher des semaines et des mois dessus. Et il va développer des thématiques. Enfin, il va vraiment enrichir le scénario. Il aura vraiment un rôle important pour le scénario de ce Mad Max. Et ça permet aussi à George Miller, le tournage ne se faisant pas, de se concentrer pleinement sur Happy Feet, qui sort en 2006, je crois, si je ne me trompe pas. Et là encore, après le triomphe de Babe, il triomphe encore avec un autre film avec des animaux, cette fois-ci un film d'animation. Donc là, on est vraiment aussi dans la conception à l'opposé de ce que sera Mad Max 4, puisque là, on est vraiment dans un studio avec évidemment des fonds verts, puisque c'est de l'animation, alors que Mad Max 4, il va vraiment se confronter aux éléments. Et donc là, le film est produit par la Warner. Donc là, c'est un peu la réconciliation avec le studio, puisque quand vous rapportez de l'argent avec un studio, c'est toujours plus facile de travailler que quand c'est l'inverse. Et là, George Miller est un peu le roi du monde, parce que la Warner ne va pas hésiter à l'époque à lui confier un film qui s'appelle Justice League. Donc ça, on est en 2006-2007. Et Miller, il ne connaît pas trop les super-héros, que ce soit DC ou Marvel. Mais il dit oui parce qu'il se dit on me confie un énorme projet. Moi, ça me plaît bien. Je vais dépenser beaucoup d'argent. Et puis, je vais montrer que je suis capable de faire le plus gros film de super-héros de tous les temps, le film le plus cher de super-héros. Parce qu'à l'époque, on parle d'un budget de entre 200 et 300 millions de dollars. Ce qui est les budgets moyens des gros films de super-héros aujourd'hui. Mais à l'époque, c'est monumental. Hein, et c'était il y a une quinzaine d'années, entre 200 et 300 millions de dollars, et ces budgets-là étaient rarissimes. Ou alors c'était des budgets où on dépassait, quoi. C'est-à-dire que, alors que là, on parle d'un budget prévisionnel. Si vous cherchez les infos, c'est celui que, en tout cas, il avait comme titre de projet, on va dire Justice League Mortal. Voilà. C'est ça, exactement. Ouais. Et le film avance parce que il avait notamment son casting. Hein. Il avait notamment Armie Hammer qui pour jouer Batman, Armie Hammer qui était qui incarnait les jumeaux dans The Social Network notamment. Il avait vraiment son casting. Et puis il y a plusieurs choses qui vont faire que le film va pas se faire. Il y aura une grève des scénaristes, et puis Mark Sexton en parle aussi dans l'interview. Il dit qu'il y avait des idées incroyables dans ce film, parce que Mark Sexton a aussi travaillé sur ce film-là. Il y avait des idées incroyables, mais on n'arrivait pas à les lier, en fait. Il n'y avait pas vraiment de ligne directrice sur ce film. Et surtout, George Miller voulait emmener les super-héros dans des
voilà, dans des directions un peu étonnantes, et il dit que voilà, le public aurait été plutôt plus décontenancé que attiré en fait par le film. Enfin bref, je ferme la parenthèse, le film ne se fait pas, et donc il revient à nouveau à Mad Max, hein, déjà tous les chemins ramènent à Max pour George Miller. Et là, il sait définitivement qu'il ne pourra plus travailler avec Mel Gibson, parce qu'entre-temps, la carrière de Mel Gibson a, entre guillemets, un peu plongé pour des raisons extra-artistiques, on va dire. Il est arrêté en état d'ivresse et il est accusé de propos antisémites, ça c'est en 2006. En 2010, il sera accusé de violence conjugale contre sa femme. Donc non seulement il est un peu trop vieux pour le rôle maintenant, mais les studios peuvent pas accepter que Mel Gibson soit la tête d'affiche d'un film aussi important, en tout cas qui coûte autant d'argent. Et peut-être aussi, c'est une petite question, alors j'ai plus toute la carrière de Mel Gibson en tête, en plus de cette chute-là, est-ce qu'il commençait pas déjà à avoir une perte de popularité due à peut-être à son âge, simplement? Il avait encore des succès quand même au cinéma, parce que je suis plus trop sûr de la date, mais il y avait quand même une comédie, Ce que veulent les femmes, qui avait très bien marché aussi. Au niveau de sa carrière de réalisateur, en fait, au moment où il a ses problèmes, il y a son film Apocalypto qui est sur le point de sortir. Et le film est plutôt alors je ne sais plus financièrement comment le film marche, mais en tout cas en 2004, La Passion du Christ, c'est un énorme succès. Je crois qu'à l'époque, c'est le film classé R, c'est-à-dire interdit aux moins de 17 ans non accompagnés, qui est le plus gros succès, au moins aux États-Unis en tout cas, de l'histoire du cinéma. À l'époque, c'est plus le cas maintenant, mais donc 2004, il y a encore, je pense que vraiment il y a vraiment une concomitance entre ces problèmes extra artistiques et sa chute. Je pense que les deux sont quand même assez liés. Je regarde sa filmographie, en effet, je vois 2000 The Patriot, comme on l'a dit, 2000 toujours Ce que veulent les femmes, 2002 Nous étions soldats, qui a quand même, je ne sais pas s'il a fonctionné, mais en tout cas on en parlait beaucoup, donc c'était encore une star. 2002 toujours Signe, qu'on a dit être une réussite, et après c'est à peu près à ce moment-là qu'en effet il y a une chute, donc ça a vraiment l'air d'être plus une chute extra artistique, comme tu as dit. Surtout que voilà, La Passion du Christ qui sort en 2004, je disais, est vraiment un succès au-delà des espérances. Je pense que même Mel Gibson n'imaginait pas que le film marcherait autant. Et donc là, George Miller, il a compris qu'il pourrait pas travailler avec Mel Gibson sur ce film. Et donc là, il faut qu'il trouve un remplaçant. Et donc il repense à nouveau à Heath Ledger, sauf que évidemment il va vite mettre cette idée de côté, puisque Heath Ledger malheureusement disparaît en janvier 2008 sur le tournage du film de Terry Gilliam, L'Imaginarium du Docteur Parnassus, quelques mois avant la sortie de The Dark Knight. Et donc il pense à Michael Fassbender, il est question de Brad Pitt aussi, il est question d'Eric Bana, qui à l'époque a une grosse cote, puisqu'il tourne avec Spielberg dans Munich, il tourne aussi Hulk. Et il est même question, ça c'est plus surprenant, mais il est même question d'Eminem à une époque, parce que George Miller a vu 8 Mile, et il se dit mais pourquoi pas, et en fait ça se fera pas, notamment parce qu'Eminem veut pas quitter pendant plusieurs mois son chez lui, et donc il abandonnera l'idée. Mais un Mad Max blond entre Brad Pitt et Eminem, George Miller il a sérieusement pensé. Son choix évidemment se portera au final sur Tom Hardy, qui je pense est plutôt un très très bon choix. Je pense qu'on est tous d'accord sur ce point-là. Alors justement, il y a beaucoup de débats là-dessus, en disant que si c'est pas Mel Gibson, ça ne vaut rien, etc., etc. Mon point de vue personnel, c'est Mel Gibson, on vient de le dire, c'était pas possible. Donc c'est soit on a un bon film sans Mel Gibson, soit on n'a pas de bon film. À vous de choisir. Et moi, je trouve que c'est alors effectivement, je pense que dans l'imaginaire collectif, Mad Max, ça reste Mel Gibson. Dire, on pense à Mad Max, la première chose à laquelle on pense, c'est Mel Gibson, ça c'est évident. Mais là où l'arrivée d'un nouvel acteur, je pense, dans une autre saga, ce serait certainement plus dérangeant. Mais ça l'est moins chez Mad Max, parce que ce que je disais un peu au début de cette vidéo, c'est que à chacun des films, en fait, Miller réinterprète le mythe, en fait.
c'est jamais tout à fait le même personnage. Et d'ailleurs, il n'y a pas de chronologie cohérente dans Mad Max. C'est-à-dire que si vous essayez de faire une timeline de ce qui se passe, en fait, ça ne tient pas la route par rapport à l'apocalypse qui se passe dans le monde et par rapport à l'âge de Max. Il n'y a pas de logique. Et ça, il s'en fiche, en fait. Miller, lui, il veut raconter une histoire dans le même environnement, avec un même personnage, mais même s'il garde les mêmes caractéristiques, en fait, on raconte une histoire toujours un peu différente, toujours un peu aussi la même, finalement, hein, quand on voit je mets le premier film à part, qui est vraiment un peu différent, mais en fait, les films 2, 3 et 4, ils ont un peu la même structure. Alors, c'est traité différemment, évidemment, mais notamment dans l'évolution du personnage, il y a quelque chose de très commun. Et donc, en fait, on a presque l'impression parfois de repartir à zéro avec ce personnage, mais avec les mêmes codes. Et donc, changer d'acteur, ça fait partie, je trouve, d'une certaine logique au final. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est un peu la même approche qu'avait Howard quand il a écrit Conan, en fait. C'est-à-dire le même personnage, mais finalement des aventures différentes, et finalement laquelle se passe avant, laquelle se passe après, tu me poses trop de questions, tu vois. Et on retrouve cette même idée, et du coup, ça permet justement de la variété, d'être libéré de la contrainte, justement, on va dire, historique. Mais voilà, il y en a qui n'ont pas aimé, on va dire. Et on voit, par exemple, ça a pu perturber certaines personnes. Par exemple, il n'hésite pas, George Miller, à réutiliser les mêmes acteurs, mais sur des rôles différents. Entre le 2 et le 3, il y a Bruce Spence qui dans le 2 interprète le pilote du gyrocoptère, et qui dans le 3 interprète aussi un pilote d'avion. Donc les gens se sont dit, mais c'est le même personnage, je comprends pas, alors que c'est deux rôles différents. Là, dans le 4, même si c'est moins évident parce qu'il est caché par un masque, mais c'est Hugh Keays-Byrne qui incarne Immortan Joe, qui jouait déjà le méchant principal dans le premier film. Donc pour ça, George Miller, il n'a pas de... Voilà, et de toute façon, comme on disait, il n'avait pas le choix. Je veux dire, c'était pas possible de retravailler avec Mel Gibson sur un film qui coûte autant d'argent, et donc il a fallu trouver une autre solution, et la solution Tom Hardy, elle est alors effectivement, je pense qu'il y a des gens qui peuvent se dire, pour moi c'est plus Mad Max, donc ça m'intéresse pas, mais au final je trouve que c'est pas du tout gênant, et au contraire, même ça, comme il y a eu 30 ans d'écart entre le troisième film et le quatrième, ça permet de redonner aussi une certaine vie à la saga, c'est-à-dire qu'on repart sur autre chose, tout en prenant des éléments qui sont évidemment indispensables à la saga, c'est l'environnement dystopique, le personnage de Max, son côté un peu anti-héros, en tout cas solitaire dans ce monde dévasté. Voilà, donc il reprend des codes de sa saga, et puis il en fait autre chose avec un autre acteur qui, je trouve, correspond très bien au rôle. C'est-à-dire que, d'ailleurs, quand Mel Gibson a discuté avec Tom Hardy sur le fait qu'il prenait le relais, il a dit j'ai trouvé peut-être quelqu'un encore un peu plus fou que moi, quoi. Et c'est ce que dit Miller aussi. Il dit, moi j'avais besoin de trouver un acteur qui dégage à la fois une forme de sympathie et qui en même temps fait peur. C'est-à-dire que vous savez pas trop, quand vous allez le rencontrer, s'il va vous prendre dans ses bras ou s'il va vous foutre une baffe, quoi. Et il y a de ça chez les deux, hein, chez Mel Gibson et chez Tom Hardy. Et donc, Tom Hardy à l'époque n'était pas très connu, hein. Ce qu'il a vraiment lancé, c'est le film Bronson. Il avait eu d'autres rôles, hein. Il avait fait des comédies, il avait joué dans un Star Trek dont le titre m'échappe. Le dernier, Nemesis. Nemesis, c'est ça, ouais, tout à fait. Le vrai dernier. Voilà. Et il avait joué aussi avec Daniel Craig dans Layer Cake. Je crois que c'est dans ce film-là d'ailleurs que Christopher Nolan l'a remarqué et il lui a confié un rôle dans Inception. Donc quand Miller le prend, il est pas du tout aussi connu qu'au moment de la sortie du film, parce que faut savoir qu'il le prend donc à la fin des années 2000, et que comme Mad Max met tellement de temps à se faire, en fait, entre-temps, il aura tourné dans Inception, mais il a surtout le temps de jouer Bane dans The Dark Knight Rises de Christopher Nolan, qui là va lui offrir une popularité encore plus importante. Et donc, effectivement, quand Mad Max 4 sort en 2015, Tom Hardy, on peut plus dire que c'est un inconnu, c'est pas une star, mais c'est quand même un acteur que les gens ont déjà vu ailleurs et dont ils reconnaissent le visage. Donc, même si Dark Knight Rises, c'est d'autres rôles qu'il fera chez Christopher Nolan, c'est masqué du visage. Ouais, tout à fait, ouais. D'ailleurs, on voit, on
on voit des similitudes un peu involontaires, mais effectivement, dans le masque que porte Bane, on retrouve ce masque chez Immortan Joe. Il y a vraiment clairement des similitudes qu'on peut constater entre son personnage de Bane et celui d'Immortan Joe, c'est sûr. Et du coup, une fois qu'il a choisi son acteur principal, il se relance vraiment dans le film, hein, Miller. Là, il envisage donc la Warner est revenue voilà, en tant que studio producteur. Il envisage en 2010 de tourner en Australie, de revenir vraiment là où ont été tournés les 3 premiers films. Et là, pareil, il y a une préparation qui se fait. Toute la préparation se fait à Sydney, enfin, aux alentours de Sydney. Et malheureusement, pour Miller, en fait, au moment où il veut tourner, il y a des grosses pluies qui tombent en Australie, notamment dans la zone de Broken Hill, où avait été tourné le 2e film, où il veut à nouveau tourner. Et donc, le désert, en fait, se transforme en région un peu... le jaune et le sable laissent la place à du vert et à de la végétation. Donc, évidemment, c'est compliqué de tourner Mad Max dans ce genre d'environnement. Mais s'il avait gardé l'idée du personnage bleu, il aurait pu faire Avatar. Ah, je t'entends plus, excuse-moi. J'ai dit, mais s'il avait gardé Immortan Joe bleu, il aurait pu faire Avatar, du coup. C'est vrai, tout à fait, ouais, absolument, ouais, c'est pas bête. Et donc, en fait, il attend un peu, il espère que le désert va revenir. Et puis, quasiment un an après, il se rend compte que c'est toujours pas le cas. On est à l'été 2011 et il est obligé de dire non, on va pas tourner tout de suite. Voilà, faut qu'on trouve une autre solution. Et il a peur de perdre une partie de son casting parce que Tom Hardy, ça fait déjà quelques temps qu'il attend. Il a aussi choisi Charlize Theron en Furiosa. Alors pour la petite anecdote, il y avait d'autres actrices qui ont été envisagées au fil des ans. À la fin des années 90, Peter Pound avait dessiné Uma Thurman en Furiosa. Il y a une photo dans le magazine qui sort en janvier de ce dessin. Plus tard, il y aura même, comme il avait sollicité Brad Pitt, il avait aussi envisagé Angelina Jolie, et il était question de Cameron Diaz, de Michelle Monaghan. Donc il y a pas mal de noms qui ont circulé. Et donc voilà, le film est retardé, il a peur de perdre son casting, finalement il a réussi à le garder. Et il y a un premier, voilà, le film est vraiment, on retourne en Namibie pour tourner finalement. Voilà, la Namibie qui avait déjà été envisagée plusieurs années avant. Et donc le tournage est prévu en février 2012. Donc là, il y a une grosse préparation évidemment avant. Et puis comme dans cette pré-production, rien ne se passe comme prévu, en fait, peu de temps avant le tournage, Miller apprend qu'il doit se faire opérer du cœur. Et donc ses médecins lui disent vous pouvez effectivement repousser, mais ce serait mieux de le faire tout de suite. Et donc il le fait tout de suite et il dira j'ai eu raison de le faire parce que si je le faisais pas, j'aurais probablement pas été capable de tenir sur le tournage. Donc il le fait et ça repousse de plusieurs mois le tournage qui commencera finalement à l'été 2012 en Namibie. Et donc avec évidemment Tom Hardy, Charlize Theron et tous les autres acteurs, toute l'équipe technique qui vont se poser des mois, parce que le tournage va durer plusieurs mois. Et là, c'est une autre aventure, la production du film, parce qu'il s'est passé pas mal de choses, notamment dans la volonté affichée de Miller de tourner au maximum pour de vrai, c'est-à-dire les cascades du film sont hallucinantes et la plupart de ce qu'on voit à l'écran a été réellement tourné, ce qui paraît des fois assez incroyable. Et quand on voit le making-of, on se rend compte que oui, ça a vraiment été fait comme ça. Alors, évidemment, il y a aussi beaucoup d'effets numériques, c'est-à-dire que je sais que ces dernières années, notamment depuis 1 ou 2 ans, c'est un peu la course au blockbuster qui dira mais moi j'ai pas de fond vert, j'ai pas de fond bleu, j'ai rien fait, tout est réel et tout. Alors que bon, on sait que c'est un peu plus compliqué que ça. Et et lui d'ailleurs, Miller le cachera pas, il dira oui, on a fait en sorte de tourner pour de vrai, mais il y avait des choses que je pouvais pas faire dans la réalité. Hein. Il n'avait pas tué des gens pour tourner son film. Et donc en fait, le superviseur des effets spéciaux qui était Dan Oliver et superviseur des effets visuels Andrew Jackson ont vraiment travaillé ensemble pour trouver les meilleures solutions pour répondre aux demandes
de George Miller. Voilà, de toute façon, pour créer, voilà, pour certains plans, on tourne une partie en réalité. Par exemple, je sais pas moi, une moto qui saute dans un canyon, ben on la filme en vrai, mais pour prolonger le plan, on a peut-être besoin d'effets numériques. Les effets numériques ont aussi besoin de la réalité pour créer après voilà, des éléments en images de synthèse. Donc tout ça en fait se croise. Et Miller sait très bien qu'il a besoin des deux, même si sa priorité c'est de travailler pour de vrai, pour vraiment voilà, donner au spectateur le sentiment d'être au cœur de la poursuite, de la bataille, quoi. Et ça, bon, on le ressent très très fort dans le résultat final. Hein. C'est aussi ce qui fait le succès du film. Hein. Oui, il y a des images numériques, mais je pense que voilà, la puissance du film, elle repose beaucoup sur le fait que les cascades ont été réellement tournées. Et, par exemple, la première scène de l'Interceptor qui fait plein de tonneaux, quand on voit la puissance que ça dégage, on se dit mais comment ils ont pu faire ça? Bah, ça a vraiment été tourné. Voilà, il y a vraiment un cascadeur. Et d'ailleurs, le cascadeur qui a fait cette scène-là, c'est Guy Norris, qui était déjà sur Mad Max 2. Et c'est lui d'ailleurs qui, je ne sais pas si certaines personnes ont vu le film, ont revu Mad Max 2 récemment. Il y a un plan célèbre où on voit un des méchants qui à un moment est stoppé, qui fait une sorte d'acrobatie en l'air, dont le corps tourne comme un peu un pantin désarticulé. Et voilà, et c'était pas prévu que ça se passe comme ça. Mais évidemment, George Miller a gardé la scène dans le film, et donc c'est ce cascadeur-là qui est revenu sur le 4 et qui est au volant de l'Interceptor quand la voiture de Max fait des tonneaux. Et donc voilà, il y a vraiment une collaboration entre les effets visuels et les effets spéciaux. Et de toute façon, il y a une scène qui n'aurait pas pu exister sans les effets numériques, c'est la tempête de sable. Vous pensez bien que là, même si les mouvements des voitures ont vraiment été filmés dans la tempête, si vous n'avez pas d'image de synthèse, cette scène-là, elle n'existe pas, évidemment. Donc il y a ce tournage qui est très compliqué parce que George Miller est très exigeant. Et donc, ça se répercute aussi sur les acteurs. C'est-à-dire que on est en Namibie, on est dans le quartier général est dans une ville où il n'y a pas forcément grand-chose. Le tournage dure des mois, les conditions ne sont pas faciles, il peut faire très froid la nuit et très chaud en plein après-midi, donc c'est compliqué. Et ce qui ne va pas faciliter le travail, c'est qu'au départ, ça ne se passe pas forcément très bien entre Tom Hardy et George Miller. George Miller n'arrive pas à obtenir tout ce qu'il veut de Tom Hardy, à tel point qu'il se demande s'il a vraiment fait le bon choix. Et ce qui va se passer aussi, c'est que les acteurs ont du mal en fait avec la méthode de George Miller. C'est-à-dire que George Miller, il tourne des plans de 4-5 secondes, et en fait, il dit action, et puis 3 secondes après, il dit couper. Et alors évidemment, là, il a des acteurs qui ont déjà fait des films, donc ils savent comment ça se passe, mais on tourne pas forcément une séquence complète de 2-3 minutes d'un coup. Mais là, le procédé du découpage, il est vraiment poussé à l'extrême. C'est-à-dire que Miller le dit, il dit, mais moi, je demandais des fois juste un regard, voilà. Et on coupait et on repartait sur autre chose. Et ça finit vraiment par agacer les acteurs, et notamment Charlize Theron, qui comprend le procédé, mais qui a besoin d'explications de la part de George Miller. Et elle le raconte, elle dit, en fait, je discutais avec lui, et quand je sortais de la discussion, je n'avais pas plus de réponses. C'est-à-dire qu'il me donnait des informations dont je n'avais pas besoin, qu'il ne parlait pas forcément du film et de mon personnage. Et donc, des fois, j'étais un peu perdu. Et ça ajoute aux conditions compliquées du tournage. Oui. D'après ce qu'il y aura dans le magazine, puisque j'ai quand même lu une partie, hein, quand même, hein, si j'ai bien lu, elle dit, le gars, il commence à parler du film, il commence à donner plein d'infos, il part dans plein de directions, mais il n'a pas répondu à la question, en fait. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Et en fait, je pense que c'est assez logique de la part de George Miller, parce que George Miller, il a son film en tête depuis presque 20 ans. Donc en fait, il a découpé visuellement son film. En fait, il sait déjà quasiment le résultat qu'il aura au montage, pas exactement, mais comme il a vraiment les images du storyboard en tête, il sait ce qu'il veut voir. Donc c'est difficile, même si vous montrez le storyboard à un acteur ou une actrice, c'est difficile de dire t'inquiète pas, ça va donner ça à l'image. En fait, je pense que le seul message qu'il pouvait donner à ses acteurs, c'est de dire faites-moi confiance. Sauf que là, vous êtes face à un réalisateur qui, évidemment, a une immense carrière, mais vous êtes sur un tournage compliqué, vous revenez sur une saga où il n'y a pas l'acteur principal qui était Mel Gibson,
Donc aujourd'hui, c'est facile de dire Mad Max 4 est un énorme succès, c'est un film culte, mais je pense qu'à l'époque, quand les acteurs sont sur le tournage, ils peuvent se dire, on court peut-être aussi à la catastrophe, c'est-à-dire que ça va peut-être être le film qui va tuer la saga, ça va, voilà, donc évidemment que George Miller est un immense réalisateur, mais je peux comprendre aussi les réserves de Tom Hardy et de Charlize Theron sur le tournage. D'autant plus qu'entre les deux, ça se passe pas bien entre les deux acteurs. Ils n'ont pas du tout les mêmes méthodes de travail. Et dans un livre qui a été écrit que je conseille aux gens d'ailleurs, Blood, Sweat and Chrome, c'est un livre en anglais, mais voilà, si vous maîtrisez un peu la langue, ça vaut le coup de le lire, qui raconte un peu comment le film a été créé. Il raconte une scène notamment entre Charlize Theron et Tom Hardy, où il y avait déjà beaucoup de tension. Il faut savoir que la majorité des scènes entre les deux acteurs se passent dans le Warrig, qui est le camion que conduit Furiosa. Et donc, ils ont dû passer des mois et des mois ensemble devant, voilà, dans la cabine d'un camion. Et quand vous vous entendez pas bien, ça doit être vraiment très compliqué. Et donc, dans ce livre, il y a une scène qui est racontée où on avait demandé aux deux acteurs d'être présents à 8 h du matin dans la cabine. Et à l'époque, Tom Hardy était déjà réputé pour ses retards sur le plateau. Et donc, Charlize Theron, elle savait très bien qu'il ne serait pas à l'heure. Mais elle a mis un point d'honneur à venir à l'heure pour justement mettre en avant le fait qu'il ne serait pas à l'heure. Et donc, elle arrive à 8 h. À 9 h, il n'est toujours pas là. On lui dit, mais non, mais retourne dans ta tente, te reposer. Et elle a dit, non, je reste. Et il débarque à 11 h. Tom Hardy arrive à 11 h. Donc, elle sort du camion et elle pique une colère noire. Elle l'insulte, hein, clairement. C'est ce qui est en tout cas raconté dans le livre. Et à ce moment-là, Tom Hardy s'approche d'elle de manière un peu agressive et lui dit « Mais qu'est-ce que tu viens de dire ?» Et là, Charlize Theron, elle raconte qu'à partir de ce moment-là, elle s'est sentie menacée. Et donc, elle a dit « Moi, je ne peux plus travailler dans ces conditions. Il faut trouver quelqu'un qui fasse le lien entre nous deux. Il faut trouver un intermédiaire. » Et il a fallu qu'une productrice vienne sur le tournage pour faire le tampon en fait entre les deux. Alors ça s'est un peu calmé visiblement après, mais on a failli arriver vraiment à un point de non-retour entre les deux acteurs, à tel point d'ailleurs que si vous regardez attentivement le making-of, hein, les making-of sont souvent sur les Blu-ray ou les DVD des produits un peu de promotion, mais là on sent bien dans quelques phrases que prononcent Tom Hardy et Charlize Theron que c'était pas les meilleurs amis du monde, et notamment Tom Hardy, je crois, dit un moment, mais on sent des tensions entre les personnages, donc c'est normal à un moment que ça ressurgisse aussi sur nous. Donc on sent bien vraiment qu'entre les deux acteurs, ça s'est pas très très bien passé. Et Charlize Theron raconte d'ailleurs que quand elle repense au film, elle peut pas s'empêcher de repenser à ça et qu'elle en souffre presque physiquement tellement ça l'a marqué ce tournage. Elle est heureuse du résultat final évidemment, mais elle n'arrive pas à se détacher de ce qui s'est produit. Donc ça a été, je pense, aussi compliqué pour George Miller de gérer ça. Tu veux dire que dans le making-of, ils disent pas « Ah, c'est la meilleure actrice avec laquelle j'ai jamais tourné. Ah, c'est le meilleur film que j'ai jamais fait. » Ah, ils disent pas ça. Mais donc, c'est un vrai making-of. Oh là là. Ils disent pas qu'ils ont failli en venir aux mains, parce que c'est le cas, hein, c'est la réalité. Hein. Mais ils disent que oui, il y a eu des tensions et que bon, pour faire passer la pilule, on dit c'est bien parce que ça a servi de film, parce qu'on sent qu'il y a aussi de la tension entre les deux personnages, notamment dans la première partie du film. Donc effectivement, mais en tout cas, ça a été tendu à ce point. Et je pense que George Miller n'avait pas besoin de ça pour son film, parce que le tournage était vraiment déjà suffisamment compliqué. D'ailleurs, le président de la Warner à l'époque, Jeff Robinoff, sent que c'est un peu compliqué, que ça avance pas assez vite, et donc en septembre 2012, il se rend en Namibie sur le tournage pour mettre clairement un petit coup de pression à George Miller. Et en fait, il lui dit, écoute, à l'époque, il reste la dernière course-poursuite à filmer, qui est pas la plus simple. Hein. Et il reste des scènes qui encadrent aussi le film, c'est-à-dire des scènes à la citadelle au début, à la fin du film. Et en gros, le patron de la Warner lui dit, écoute, tu fais un choix, soit tu tournes tes scènes du début de la fin, soit tu tournes ta course-poursuite, quoi. Mais tu n'auras pas le temps de tout faire. Donc George Miller, il fait un peu à Paris, il dit bon, je peux pas me passer de ma poursuite, donc je vais la tourner, et puis on verra pour la suite. Une fois que le tournage en Namibie est terminé, il y a quelques semaines de tournage, 3 semaines à mois qui sont prévues en Afrique du Sud, au Cap,
Donc toute l'équipe part en Afrique du Sud. Et là, effectivement, quand le tournage se termine, Miller, il n'a pas pu tourner tout ce qu'il voulait. Là, il lui manque des scènes du début et il lui manque carrément la fin de son film, quoi. Et il doit commencer le montage du film, qui est fait par Margaret Sixel, qui est une monteuse et qui est aussi la compagne de George Miller. Et donc, elle commence à travailler sur le film et elle se dit, mais comment je vais faire? Il me manque le début et la fin. C'est à ce point qu'elle se dit, est-ce qu'on va mettre une voix off qui raconte comment les personnages en sont arrivés là pendant la première course-poursuite, comment on va faire? Et là, Miller a une vraie chance, c'est-à-dire qu'on sait qu'Hollywood, souvent, c'est des guerres de pouvoir et que souvent, ça se joue en haut lieu. Et en fait, il y a un changement de régime à la Warner, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau patron qui arrive. Et quand il voit les premières images, il dit, mais vous ne pourrez rien faire, c'est pas possible, si vous n'avez pas de début et la fin du film. Et donc, il accepte de redonner un peu d'argent. Quand je dis un peu d'argent, c'est plusieurs millions de dollars, évidemment, pour que George Miller puisse terminer son film. Et on est là fin 2013. Donc, sauf que le tournage principal s'est terminé fin 2012, et donc on est un an après. Et donc, il peut tourner les scènes qui lui manquaient. Il réussit à refaire venir les acteurs pour tourner cette scène-là. Charlize Theron, elle demandera, mais est-ce que je vais avoir besoin de me raser à nouveau le crâne? Parce que j'avais les cheveux très courts dans le film, ils ont commencé à repousser. Et, on s'arrangera pour que ce soit pas le cas. Et donc, Miller peut vraiment, vraiment terminer son film. Donc après, il y a évidemment plusieurs mois de montage et de post-production, que ce soit pour les effets visuels ou pour le montage en lui-même, parce que pour ceux qui ont vu le film, c'est quand même un prodige de montage dans ce film. Le film recevra l'Oscar d'ailleurs, meilleur montage. Et donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Et la Warner, quand ils voient les images, ils ont un peu peur de certaines images, comme si ils font un peu les candides, enfin les naïfs, comme s'ils ne connaissaient pas l'univers de Mad Max. Je veux dire, quand on voit les méchants dans le 2, on voit bien que c'est des personnages un peu bizarres. C'est un univers étrange. Et donc, quand ils voient les War Boys, ils se disent, oh, ils sont un peu trop violents quand même. Qu'est-ce que c'est que ces personnages? On ne comprend pas tout ce qu'ils font. Ils ont peur en fait de certaines scènes. Et donc, ils interviennent dans le montage. Ils disent, vous ne pouvez pas couper ça. Ça nous gêne un peu. Le War Boys qui se suicide, c'est peut-être un peu trop violent, est-ce qu'on ne peut pas couper ça? Et en fait, ils vont demander à un autre monteur et un des producteurs du film ils vont demander de faire un autre montage que celui de Miller et de Sixel. Et au départ, on demande à Miller, mais ça vous dérange si on fait un autre montage? Et évidemment, Miller dit, oui, ça me dérange, parce que j'ai le final cut, donc vous êtes gentil, mais moi, ça m'embête un peu que vous fassiez un autre montage de mon film. Faites-le si vous le voulez, mais on gardera le mien, quoi. Exactement. Et en fait, il fait un pari. Il se dit, bon, on va les laisser faire. De toute façon, nous, ça fait des mois qu'on travaille dessus. Il n'y a aucun moyen que leur montage soit meilleur que le nôtre. Et il va aller vraiment jusqu'au bout du raisonnement, parce qu'il va prendre un risque. Parce que la Warner va en fait projeter les deux montages lors de projection test. Et au départ, d'ailleurs, dans l'entourage de Miller, on lui dit, mais t'es sûr de faire ça? Parce que imagine qu'il y ait des meilleures notes sur l'autre montage, tu vas être obligé de sortir. Voilà, ce sera la preuve qu'il faut sortir l'autre montage. Et Miller est sûr de son coup, il dit, non, c'est impossible que ce soit meilleur. Et il a raison, effectivement, quand les deux montages sont montrés, les résultats des fameuses fiches qu'on donne à ces personnes, ces spectateurs qui vont voir ces projections test, elles sont bien meilleures sur le montage de Miller. Et donc là, Miller raconte qu'il n'y a même pas eu de réunion le lendemain. La Warner comprenait qu'il fallait sortir ce montage-là. Ça n'empêchera pas Miller, qui est quand même quelqu'un d'intelligent, de regarder l'autre montage qui a été fait et de piquer quelques idées à ce montage-là. Donc c'est la preuve qu'il n'a pas un ego non plus surdimensionné. Et quand une idée est bonne, il va la prendre et l'utiliser, quelle que soit son origine. Et donc là, la partie est gagnée pour Miller. Il sait que le film n'est pas encore sorti, mais il sait qu'il pourra faire le montage qu'il souhaite. Il a encore plusieurs mois de travail.
Et le lancement marketing du film commence vraiment au Comic-Con de San Diego à l'été 2014. Et j'avais la chance d'être sur place il y a 9 ans. Et c'était quelque chose quand même. C'était de redécouvrir Mad Max après tant d'années. Et puis la puissance des images dans une salle immense, hein, le fameux Hall H de San Diego, ça peut accueillir plus de 7000 personnes avec des écrans vraiment monumentaux. Donc c'était quelque chose. Et à partir de là, il y a tout un buzz qui se fait autour du film. Et puis il y aura aussi plus tard, au moment de la sortie du film, un passage à Cannes qui va aussi bien exposer le film. Et la sortie du film en mai 2015, Miller, il comprend qu'il a gagné son pari. Le film est bien accueilli par les critiques. Il marche plutôt très bien. C'est pas un énorme succès comme peuvent être d'autres blockbusters, mais en tout cas, lui, il a clairement réussi son pari, même si ça a mis du temps, puisque entre le tournage, le début du tournage en 2012 et la sortie en 2015, il y a 3 ans, et puis surtout entre vraiment le premier travail sur le film et la sortie, il y a quasiment 20 ans. Donc c'est un parcours semé d'embûches, mais quand on voit le résultat final, on se dit il a eu raison d'être persévérant, George Miller. Parlons un peu justement des bandes annonces, parce que quand elles sont sorties, j'ai trouvé que c'était des bandes annonces. Ok, Mad Max, ok, c'est cool, mais la bande annonce, elle ne montrait pas grand chose en fait. Elle cachait bien son jeu. Je me souviens que bon, alors t'as le Requiem de Verdi, forcément, déjà de base, voilà, hein, je suis acquis, hein, il n'y a pas besoin de beaucoup plus, mais je me souviens, je voyais la bande annonce, je me disais, ok, c'est Mad Max, mais il y en a beaucoup qui étaient en mode, wow, ça va être génial, et moi j'étais en mode, je sais pas, ça dit rien, je sais pas. Et finalement, tant mieux. Ouais, je pense que je saurais pas dire si ça a été une volonté de Miller, parce que je sais pas s'il a vraiment participé à l'élaboration de la bande-annonce, mais en tout cas, tout l'intérêt du film, c'était de montrer la qualité visuelle du film. Je pense qu'il n'y avait pas forcément besoin de montrer grand-chose. Mad Max a une telle aura. Il y a on était dans le retour d'une saga culte, et donc la question c'était de savoir est-ce que la saga allait réussir à survivre sans Mel Gibson, quoi. C'était surtout ça, et donc montrer que visuellement et qu'au niveau de l'action on avait mis le paquet. Je pense que c'était dans l'intérêt à la fois de la Warner et de Miller. Ouais. Eh ben, on va attaquer le film en lui-même après 1h15. On va parler du film en lui-même. Non, mais c'est important de replacer. Ça explique aussi pourquoi le film est aussi bon. C'est que il a été pensé depuis longtemps. C'est pas un truc qu'on a fait. Allez, il faut faire une suite. Allez, on a une année. Dépêche-toi. Toi, tu reprends la même trame. Toi, machin. Non. C'est un film vraiment travaillé. Quoi. Ça ne tombe pas de nulle part. Alors, on va essayer d'évoquer un petit peu le film. Hein. Alors, on va pas passer tout le film en revue, mais le film commence justement par ce Max de dos avec l'intercepteur. On a une voix off qui nous raconte les choses un peu à la manière de Mad Max 2. Et donc là, on revient sur quelque chose que tu as dit, c'est-à-dire le film réintroduit son monde et son univers. Oui, clairement. En fait, le dernier film étant sorti 30 ans avant, Miller, s'il veut convaincre un autre public, il est obligé de partir du principe qu'il y a une bonne partie des spectateurs qui n'auront vu peut-être aucun film, aucun des 3 premiers films. Et donc, il réinstalle le personnage qui est effectivement un peu le même que celui qu'on voit au début de Mad Max 2, et un peu aussi celui au début de Mad Max 3, même si dans Mad Max 3, il évolue un petit peu différemment, mais il réinstalle ce personnage, et je dirais de manière encore un peu plus, je ne sais pas si le mot outrancier est le bon mot, mais en tout cas, il en rajoute encore un peu, c'est-à-dire qu'on a un Mad Max hirsute avec sa barbe, ses cheveux, qui mange un lézard. En fait, autant dans Mad Max 2, on a le côté taciturne, on a le côté je veux survivre dans ce milieu un peu impitoyable. Et dans Mad Max 4, on a presque l'impression qu'il est devenu fou, en fait. C'est-à-dire qu'il a des voix intérieures qui lui parlent, il est complètement traumatisé par apparemment des gens qu'il n'a pas pu sauver. Et donc, on est dans un personnage qui mentalement est clairement un peu abîmé.
et je dirais même physiquement, parce que une fois qu'il est capturé, quand il arrive à s'échapper, c'est une brute, quoi. C'est-à-dire qu'il y a 15 Warboys qui le poursuivent et ils n'arrivent pas à l'attraper, quoi. Donc c'est un animal quasiment au début du film, Max, ce qui est un petit peu moins le cas quand même. On l'a pas vu à ce point-là féroce dans les précédents films. Donc c'est une manière pour Miller de réintroduire le même personnage, mais d'en proposer une itération un peu différente et encore plus brutale, je dirais. Globalement, il est plus brutal, mais comme je t'ai déjà dit en off, on va en parler, il y a une reconstruction du personnage, mais on va aller par étapes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont gueulé que sur cette scène. Donc, alors déjà, il y a c'est un détail, mais c'est un lézard à deux têtes, donc déjà pour introduire les déformations des autres personnages qu'on aura par la suite, et donc nous rappeler ce monde post-apo, et cette fois-ci peut-être plus appuyé au niveau justement de la bombe atomique, même si c'est plus d'actualité, hein. Chose que dans le 2, Miller avait dit que c'était pas vraiment de la post-apo post-atomique, on va dire, je sais pas comment dire ça, parce qu'il disait que lui, non, justement, il y aurait des retombées radioactives et tout ça. Miller, c'est un type intelligent. C'est marrant qu'il dise ça. Et ensuite, il se fait poursuivre et l'intercepteur est détruit rapidement. Et il y en a qui disent que c'est justement pour détruire le mythe. Tout de suite, il tue l'image du personnage. Et il y en a qui ont gueulé là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Non, moi je trouve au contraire, il a raison. Je veux dire, si vous voulez, en fait, Miller, il veut pas refaire la même chose. Il veut réutiliser les codes de sa saga. Et il estime que finalement son personnage de Max, même si l'Interceptor c'est un élément évidemment capital du personnage, mais là il estime dans ce film-là, je peux le faire exister sans le mettre au volant de sa voiture, enfin sans que ce soit un élément majeur. Et d'ailleurs il en joue dans le film. C'est quand il est attaché devant et que quelqu'un d'autre conduit sa voiture qui a été plus ou moins réparée. Max il dit mais ça c'est ma voiture, enfin, je sais plus qu'est-ce qu'il dit exactement, mais la voiture elle réapparaît plusieurs fois dans le film, donc il y a aussi des clins d'œil vis-à-vis de ça. Mais effectivement, Miller, en fait, je pense que quand il a fait ce film, il a dû se dire qu'est-ce que je vais utiliser de Max, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce que je reprends, et il s'est dit alors je vais essayer de commencer fort, je vais mettre un Max qui est en danger, qui est tout de suite qui est menacé en fait. Et le meilleur moyen de le menacer, c'est de le faire perdre son armure principale, qui est sa voiture. Et si Max a plus sa voiture, je dirais, j'essaie de trouver une comparaison, mais je sais pas, c'est comme Gandalf sans son bâton, quoi. Donc il y a un truc en moins, et clairement, comme le but du récit, c'est de mettre Max en position de faiblesse, il n'y a rien de mieux que de lui faire perdre sa voiture, quoi. Mais ça fait longtemps que j'ai pas vu le 2. Mais dans le 2, il part avec sa voiture à un moment donné, il se fait attaquer par les pirates de la route, la voiture est détruite, il revient au camp avec le mec en hélico, et après il repart avec le camion. Donc la voiture est détruite dans le 2. Clairement, alors d'ailleurs, dans le 2, alors c'est un élément important, la voiture au début du film, puisque d'ailleurs quand il veut négocier avec les membres de la raffinerie, il négocie pour avoir de l'essence pour repartir. Donc évidemment que la voiture a un rôle important, mais effectivement quand il s'en va, la voiture elle est détruite, et à la fin du film, la voiture n'a plus de rôle puisqu'elle n'est plus là. Et dans le 3e épisode, l'Interceptor, il conduit plus l'Interceptor. Je veux dire, il est avec un autre véhicule qui est tracté par des dromadaires. Donc l'Interceptor, je pense que dans l'imaginaire collectif, Mad Max est vraiment associé à ce véhicule, mais au final, évidemment qu'il a un rôle très important. Qu'on a vraiment cette image de Max qui conduit sa voiture, mais elle est pas. Enfin, Max peut exister sans, et Miller l'a prouvé plusieurs fois dans la saga, oui, c'est sûr. Et moi, comme je le disais, c'est là qu'on va venir là-dessus. En fait, le film, ce qu'il fait, c'est d'abord, il détruit le personnage et il va peu à peu se reconstruire. C'est-à-dire qu'au début, bon, il a les cheveux longs, il a la barbe, il se fait capturer, l'Interceptor est détruit. Ensuite, rasage, coupe de cheveux. Ensuite, on va le prendre comme sac de sang. On va lui mettre cette espèce de muselière qu'il va porter pendant un petit moment avant de réussir à se l'enlever. D'ailleurs, on retrouve le côté animal, chien, muselière, etc. Et ensuite, il va récupérer sa veste sur un Warboy. Donc, en fait, Mad Max, dans le film, il va se reconstruire et il va au début s'opposer violemment à Furiosa et à ses camarades pour finalement devenir amis, d'une certaine manière. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le film, il nous fait une reconstruction de personnages
sans tomber dans le je t'ai pas bien, maintenant la vie est magnifique. Mais il y a vraiment une reconstruction du personnage. Et à un moment donné, c'est même Max qui va dire à l'équipe de Furiosa, il va leur dire voilà ce qu'il faut faire pour revivre. Moi qui ne vis pas, je vais vous dire comment est-ce qu'il faut faire. Donc il y a vraiment une reconstruction. Oui. En fait, là où Miller est intelligent, c'est que il prend l'élément central du personnage de Max, en tout cas à partir du deuxième film, qui est la survie. C'est-à-dire que le but de Max, c'est de survivre dans cet univers, et si possible de manière solitaire, même si bon, il a eu des aventures qui vont le confronter à différentes communautés. Et dans Fury Road, effectivement, au départ, comme tu le dis, c'est vraiment, il a ce côté animal, voilà, bête un peu en furie, et il va retrouver peu à peu une attitude plus humaine, même s'il reste quand même un personnage violent pendant tout le film. Mais effectivement, d'apparence, il devient déjà plus. Enfin, on découvre au fur et à mesure son visage. Et dans les autres films, on retrouvait ça aussi. C'est pour ça que je disais que la structure en fait des 3 derniers films, elle est assez commune. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui est d'abord solitaire, qui ne veut communiquer avec personne. Et en fait, les circonstances vont l'obliger à travailler avec les autres. Que ce soit dans le 2 avec les membres de la raffinerie pour récupérer de l'essence. Et puis au final, il se sentira obligé de collaborer avec eux pour les aider à transporter l'essence. Dans le 3e, il veut récupérer son véhicule en allant à Bartertown, puis ensuite en combattant dans le dôme du tonnerre. Ensuite, il est prêt à mourir, enfin, il est tout proche de la mort dans le désert, il est sauvé par les enfants. Donc là, il rencontre à nouveau une autre communauté qui va l'aider de manière là, presque onirique, encore un peu plus mystique dans sa dernière partie du Dôme du Tonnerre. Donc il va aussi retrouver un peu de son humanité. Et effectivement, dans le 4, il y a aussi cette évolution qui est faite presque naturellement, parce que Max, il ne la provoque pas, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, quand il collabore avec Furiosa, au départ, il ne veut pas collaborer avec elle. Il veut lui piquer son camion. Et puis, en fait, comme elle a mis un code pour qu'elle soit la seule à pouvoir piloter le camion, il est obligé de collaborer avec elle. Et le basculement, en fait, du film pour le personnage, il se fait quand Furiosa comprend que cette fameuse terre promise qu'elle recherchait n'existe pas, enfin qu'elle n'existe plus, et elle veut, avec les motos, parcourir pendant des dizaines et des dizaines de jours un désert de sel. Et là, Max, au début, lui dit mais non, je ne viendrai pas avec vous, de toute façon, l'espoir est un leurre, en gros, vous n'y arriverez pas. Et puis le lendemain matin, il finit par les rejoindre pour le dire le seul moyen, c'est de retourner à la citadelle et de conquérir la citadelle. Donc là, c'est vraiment le moment où il a un rôle pivot dans le scénario. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est lui qui oriente l'histoire et qui va les pousser à retourner à la citadelle. Et c'était déjà un peu le cas dans le 3e film. C'est-à-dire que dans Mad Max 3, au départ, il ne veut pas s'occuper des enfants parce que les enfants pensent que c'est l'élu qui est venu les aider, qui est venu les sauver. Il essaie de leur faire comprendre que ce n'est pas le cas. Puis finalement, il était obligé d'aller sauver des enfants qui sont partis dans le désert. Et pour s'en sortir, ils vont devoir retourner à Bartertown, qui était l'endroit que lui voulait quitter. Et un peu comme dans Mad Max 4, en fait, il retourne à l'endroit dont il voulait s'échapper. Et c'est le seul moyen, en fait, de retrouver un semblant de vie, un semblant d'humanité. Alors, il y aurait plein de choses à dire là-dessus, mais je pense qu'on va partir ensuite sur un personnage qu'on a assez peu développé et qui pourtant est très important, évidemment, Furiosa. Furiosa, interprétée par Charlize Theron, qui est, je trouve, incroyable. Bon, c'est pas la première fois qu'elle le fait, mais c'est une femme qui est plutôt reconnue, bon, chacun ses goûts, mais reconnue pour sa beauté, qui, encore une fois, ne mise pas du tout là-dessus, dans un rôle très physique, et qui, je trouve, campe un personnage absolument mémorable, à vie personnelle. Elle dit que quand on lui a proposé de jouer dans Mad Max, avant de voir les images et avant de voir ce que le film allait être, au départ, elle s'est dit on va me faire jouer la jolie fille dans Mad Max, ça m'intéresse pas. Puis quand on a vu la qualité du personnage, évidemment, elle a changé d'avis. Hein. Clairement, c'est un personnage qui est dans la lignée des Ripley dans Alien, des Sarah Connor dans Terminator. Et d'ailleurs, on peut même considérer que c'est le personnage principal du film, parce que c'est elle qui déclenche l'histoire. Tout démarre de son désir de s'affranchir de
voilà, du tyran qu'est Immortan Joe et de partir avec les 5 épouses. Et en fait, Max, lui, il arrive là-dedans, il a rien demandé, et il va devoir collaborer avec elle. Et après, le récit fonctionne très bien dans cette collaboration, et c'est évidemment aussi grâce à Max qu'elle va réussir à changer sa vie. Mais vraiment, le personnage principal, moi je pense, de ce film, ça reste Furiosa. Et d'ailleurs, Eric Blakeney, qui est un des scénaristes à l'origine du film, même s'il n'a pas participé à la suite de l'aventure, il disait d'ailleurs qu'il avait dit à Miller, il avait dit, mais ton personnage principal c'est Furiosa, tu veux faire un Mad Max, mais Max il subit plus l'histoire qu'il ne la provoque. Et lui, il estimait que c'était un problème, qu'on était certes dans l'univers de Mad Max, mais qu'on racontait pas une histoire sur Max. Moi, je trouve que c'est au contraire, Miller s'en sort très bien malgré ce qu'on pourrait considérer comme un écueil, mais je trouve qu'il arrive à faire. Les deux personnages se retrouvent très très bien et collaborent très très bien. Moi, j'ai pas aucun souci avec ça. Mais clairement, si on doit désigner un personnage principal du récit, je pense clairement que c'est Furiosa, et c'est d'ailleurs évidemment pas un hasard si dans quelques mois on aura un préquel qui s'appelle Furiosa. Effectivement, c'est un personnage qui va permettre, je pense, à la saga de prendre un autre virage, même si on espère retrouver Max peut-être un peu plus tard, mais si la Warner a misé sur un film qui s'appelle Furiosa, c'est que le personnage a un potentiel suffisamment fort pour que le studio prenne le risque de refaire confiance à Miller sur un personnage qui n'est pas Max, quoi. Ce qui nous amène à un autre débat. Enfin, déjà, pour continuer, c'est pas pour rien aussi que le film s'appelle Fury Road, Furiosa. Je pense qu'il doit y avoir un petit lien comme ça. Mais beaucoup disent que justement, le personnage principal c'est Furiosa et que Max se fait piquer son film. Or, j'ai envie de dire, à part dans le premier, évidemment, le Mad Max post-apo, on va dire, c'est-à-dire à partir du 2 et du 3, Max n'a jamais été le héros de ses aventures, j'ai envie de dire. C'est le principe du cow-boy errant qui arrive quelque part, qui trouve une situation et qui va interagir avec cette situation avant de se casser. Et c'est exactement ce qu'il fait là. Donc finalement, il n'est pas plus actif ou moins actif que dans les autres. Et en plus, il a une part présente, quoi. Il n'est pas. Mais je pense qu'effectivement, dire ça, c'est vraiment rater un des éléments essentiels de la saga dans le personnage de Max, c'est que effectivement, je pense que si Max il pouvait éviter toutes les aventures possibles et être le plus discret possible, lui il veut juste qu'on l'embête pas. Dans le 2, il veut vivre tout seul avec son chien, dans le 3 avec ses dromadaires, dans le 4 avec sa voiture. Voilà, il se trouve qu'il est embarqué dans des aventures et effectivement, il est obligé d'interagir. Dans le 2, par exemple, quand au départ, il n'a pas l'intention d'interagir avec les membres de la raffinerie, et puis il rencontre le pilote du gyrocoptère qui le menace, et puis finalement, Max retourne la situation, et le pilote lui dit, mais tu sais, tu cherches de l'essence, il y a une raffinerie, tu peux en trouver là-bas. Et donc Max va faire un marché avec ses membres, ses résidents de la raffinerie. Et quand son marché, il se rend compte que les résidents sont en danger et qu'il y a des méchants qui les menacent. Mais une fois qu'il a atteint son objectif, il part avec son essence et puis voilà, point. Il veut pas faire plus. Et bon, finalement, il sera obligé de faire plus que ça. Pareil dans le 3. Dans le 3, il va à Bartertown parce qu'il veut récupérer son véhicule, et puis il est embarqué avec ce personnage d'entité joué par Tina Turner qui lui propose à nouveau un marché. Donc ça a encore cette notion de marché, et puis il atterrira dans cette communauté d'enfants avec lesquels il sera obligé de collaborer. Et encore dans Mad Max 4, il a affaire à Furiosa qui veut fuir Immortan Joe. Donc, encore une fois, Miller, il joue avec les codes de la saga, qui sont celui d'un personnage solitaire qui est embarqué dans des aventures qui, au départ, ne maîtrise pas, et dont le rôle va finalement être majeur. C'est-à-dire, c'est lui qui va avoir un rôle capital dans l'histoire de base, qui n'est pas effectivement son histoire. Et du coup, les gens qui disent, oui, mais du coup, c'est Furiosa le personnage principal, j'ai envie de dire, et alors, ça ne fait mettre un peu plus en avant, les qualités justement de ce personnage de Max,
qui est un personnage discret et qui doit forcer un peu son caractère pour avoir un vrai rôle dans l'histoire. Et je trouve, et ça marche très très bien. Et Miller réussit complètement son coup. Ce qu'on disait tout à l'heure, encore une fois, en racontant un petit peu la même histoire, mais en réinterprétant toujours le mythe de manière un peu différente. Et moi, je trouve ça pas du tout gênant, au contraire, d'avoir un nouveau personnage qui est Furiosa, qui est très bien écrit, qui est très bien interprété, qui est un excellent personnage. Donc je peux comprendre les gens qui disent Max est un peu au second plan. J'entends le discours, mais pour moi, c'est pas un discours qui se tient par rapport à ce que Miller voulait faire. Et c'est-à-dire continuer à exploiter un personnage de Max qui veut d'abord évoluer en arrière-plan et qui par la force des choses, est obligé d'agir. Alors, avant de parler d'autres sujets que je trouve intéressants, du coup, on va parler d'un truc. Il y a la bande-annonce de Furiosa, donc le préquel qui est sorti, et des gens ont déjà commencé à gueuler en disant « Ah, ça va être woke », le grand mot. Alors, j'ai envie de dire ok, mais vous avez vu Fury Road? Alors, attention, on met ce mot de côté, on va juste parler du film en lui-même, c'est-à-dire Fury Road, c'est un film féministe, clairement. C'est des femmes qui le disent, on ne veut plus être des objets, et qui décident d'échapper à leurs conditions par elles-mêmes, et qui vont mener une révolte. Grosso modo, c'est ça. Mais le film a aussi l'intelligence de faire qu'il y a des femmes fortes comme Furiosa, il y a des femmes moins fortes comme, je sais plus comment, les mères, je sais plus, c'est comme ça qu'il faut dire, les mères, je sais plus, qui accompagnent. Et il y a des hommes forts comme Max, et des hommes moins forts comme celui de Nux, qui est donc le Warboy qui vont les accompagner. Et toute l'équipe va mieux fonctionner quand ils travaillent ensemble, encore avec les femmes qu'ils trouvent dans le désert, de là où vient Furiosa, etc. Donc en fait, le film est féministe, mais c'est un féminisme, j'ai envie de dire, loin de certains courants qu'on a eu par la suite, où si on est féministe et que tous les hommes c'est de la merde. Non, le film est beaucoup plus intelligent et beaucoup plus construit à ce niveau-là. D'ailleurs, quand Furiosa et Max se tapent dessus, on a clairement, j'ai envie de dire, cette image-là, où on a une Furiosa qui est ultra badass et qui, franchement, elle rigole pas, elle est à deux doigts de le trucider 2-3 fois. J'ai envie de dire que Max gagne ce combat d'une certaine manière, il se permet de gagner le camion, mais du coup, il est quand même obligé de faire équipe. Donc en réalité, c'est une égalité parfaite, j'ai envie de dire. Moi, je trouve ce film, à ce niveau-là, absolument incroyable dans la gestion de ce sujet. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, Miller, il a toujours dit que on peut voir des échos politiques ou même sociaux dans la saga Mad Max. Je pense, voilà, dans le premier, c'est un film qui est très marqué, enfin, qui a une vraie identité australienne, donc on va pas tout développer, mais je pense que un certain Melvin Z serait beaucoup plus pointu sur ce sujet. On a déjà fait une vidéo sur le premier Mad Max qui dure, je crois, que 3 heures. Donc ça je vous conseille, si vous êtes un fan de Mad Max, il faut absolument acheter son livre, hein, c'est assez exceptionnel. Obligatoire. Je ferme la parenthèse. En fait, il a toujours dit qu'il prenait des éléments de l'actualité. Par exemple, quand il y a les chocs pétroliers dans les années 70, il s'est dit, bah, tiens, je vais utiliser le thème de l'essence pour le mettre dans mon film. Pour autant, il dit pas, bah, attention, attention, énergie fossile, machin, faut faire attention, on part vers l'apocalypse. En fait, lui, il montre certes une dystopie, mais il dit pas, attention, ce que je vous montre là, c'est ce qu'on va vivre dans quelques années, et il faut absolument l'éviter. Lui, il montre un décor, il raconte une histoire, et effectivement, il prend des éléments de la société dans laquelle il vit. La société, il le transpose dans un univers fictionnel. Mais pour autant, c'est pas des films politiques. Alors, on peut tout à fait les interpréter de manière politique et sociale, mais c'est pas le but à la base de Miller. Et on le retrouve aussi dans, peut-être de manière encore un peu plus évidente dans ce 4e épisode. Par exemple, là, il traite plus de l'essence, mais il traite de l'eau. Alors, effectivement, les questions de l'eau se posent de manière prégnante vraiment aujourd'hui. Et concernant les rôles des personnages féminins, si on voit le film aujourd'hui, on peut se dire Miller, il a bien surfé sur la vague MeToo, sauf que le film il sort en 2015 et c'est avant la vague MeToo. Et je ne veux pas dire que Miller est un précurseur parce que lui n'aimera pas ce mot-là, mais Miller lui il a dit non, moi j'ai mon histoire, c'était pour raconter
comment l'homme est proche de son extinction. Comment je vais pouvoir raconter ça? Eh ben, je vais mettre en scène un tyran qui veut essayer de profiter de jeunes femmes pour avoir des enfants. Et donc ces jeunes femmes vont se rebeller et elles vont trouver une solution pour quitter cet environnement qu'elles ne peuvent plus supporter. Et à partir de là, oui, je raconte une histoire où les femmes sont au centre du récit. Après, les gens font les interprétations qu'ils veulent sur, sur cette chose-là. Et s'il y a des gens qui trouvent que du coup, Max, il est moins présent et ça ne me plaît pas, c'est leur droit. Mais au final, la façon dont Miller intègre tout ça dans son récit, elle est absolument parfaite dans le sens où c'est l'histoire qu'il a envie de raconter. Voilà, point. Je pense qu'il ne faut pas aller plus loin que ça. Il a envie de raconter l'histoire de Furiosa qui veut sauver ses 5 épouses de la tyrannie d'Immortan Joe. Et qu'est-ce qu'elles vont faire pour s'en sortir? Voilà, elles fuient. Tout le film est une course-poursuite. Il y a Max qui va arriver et qui va essayer de les aider. Et alors, effectivement, on peut voir des petits détails dans le film où on peut se dire il y a des comment dire, des petites luttes entre les hommes et les femmes, par exemple, là, quand elles atteignent la fameuse terre promise où elle rencontre ces femmes, ce clan de femmes, quand elles aperçoivent Max et Nux, tout de suite elles ont une réaction de recul. Elles disent mais c'est qui ces hommes? Et Furiosa est obligée de dire non, t'inquiète pas, on peut leur faire confiance. Donc oui, il y a ça dans le film. Mais est-ce que ça veut dire que Miller a voulu dire oui, les hommes, on est tous des violeurs en puissance et pouvoir aux femmes? Non, c'est un peu plus complexe que ça. Et heureusement j'ai envie de dire c'est plus intelligent que ça. On va le c'est dire. plus intelligent que ça, tout à fait. Ouais. Et tant mieux si ça apparaît comme un film féministe. Moi, je dis c'est très très bien. Voilà. En aucun cas, ça n'empêche au film d'être un monument du film d'action, bien au contraire. Et je pense que Miller, lui, mais je pense qu'il s'est même pas posé la question en fait. Hein. Je pense qu'il s'est dit, moi j'ai ces personnages-là, je les fais exister, et il a prouvé vraiment qu'avec cette histoire-là, il pouvait effectivement peut-être faire une histoire féministe si les gens ont envie de la voir comme une histoire féministe, mais surtout raconter une histoire qu'il avait envie de raconter tout simplement. Moi, je vois les choses comme ça, et si certains ou certaines veulent utiliser le film comme un manifeste féministe, très bien. Je pense que George Miller n'est pas du tout contre cette idée-là. Et le fait qu'il fasse un film désormais qui s'appelle Furiosa, il y a peut-être un peu de ça aussi, mais c'était pas du tout l'idée de base de George Miller. Je pense qu'il faut pas il faut pas surinterpréter les films. Et voilà, George Miller, encore une fois, il a écrit son histoire bien avant la vague MeToo. Et que son film ait cet écho-là aujourd'hui, ça ne fait que prouver l'intelligence de son récit et de sa mise en scène, tout simplement. D'ailleurs, la relation entre Max et Furiosa, il n'y a jamais de sexualisation. C'est plus un buddy movie, j'ai envie de dire, entre les deux. C'est-à-dire, on s'aime pas, puis finalement, on collabore. Alors, c'est les épouses, pas les mères. Elle aussi, on pourrait sexualiser de la manière dont elles sont habillées, mais jamais il ne fait ça. Et même, il y a un moment que j'ai trouvé assez touchant, parce que c'est ça qui est fort dans le film, c'est que c'est rempli d'action, tout le monde est d'accord là-dessus, mais il y a quand même de l'humanité. Quand le Warboy, il n'est pas bien, parce que, voilà, en gros, il a tout gâché, c'est une des épouses qui est gentille avec lui et tout, et puis tout d'un coup, ça le touche, parce que parce qu'il ne faut pas oublier que les Warboys, comme les épouses, sont traités comme des objets. Hein. C'est-à-dire, le Warboy, c'est tu vas à la guerre, soyez témoin, et puis tu te suicides. En gros, grosso modo, tu as une vie courte, tu sers à rien d'autre, tu es un Warboy, tu es un larbin, et les mères aussi, enfin les mères des épouses, je vais y arriver avec le temps, les épouses aussi. Et donc, le fait que justement, il y ait une de ces épouses qui remonte le moral du Warboy, qu'après ils reprennent un peu joie à la vie, moi je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique. Ah oui, les personnages sont bien écrits dans le sens où Miller sait, je pense, où il veut les emmener dès le départ. C'est-à-dire que il veut les emmener d'un point à un point B. Et par exemple, le personnage de Nux, je pense que c'est celui qui évolue le plus dans le récit, hein, qui est vraiment au départ, il veut faire plaisir à Immortan Joe et il veut comme un kamikaze se suicider de manière glorieuse pour lui faire honneur. Et puis, un peu comme Max, il va être entraîné dans une aventure qui le dépasse, et puis il va finir par comprendre le point de vue de ses 5 épouses et de Furiosa.
C'est un personnage aussi vraiment très intéressant, Nux. Mais dans la construction des personnages, voilà, Miller, il y a mis ce qu'il pouvait mettre en 2 heures de temps. Et c'est là aussi sa qualité, c'est que parfois il y a des réalisateurs qui veulent dire trop de choses. Et comme ils veulent dire trop de choses, eh bien, ils le font de manière un peu trop rapide en 2 heures, et au final, les personnages sont survolés. Et là, on a des personnages je pense, le bon équilibre. C'est-à-dire que certaines personnes vont pouvoir dire, bah ouais, mais c'est des personnages trop simples. Oui, mais en 2 heures, il faut mieux raconter mettre en avant des personnages entre guillemets un peu plus simples dont on comprend l'évolution, plutôt que voilà d'aller vers des chemins un peu plus tortueux et au final les survoler et de sortir de la salle en se disant bah ouais finalement les personnages sont pas très bien écrits et il n'y a pas un personnage qui est mal écrit dans ce film, hein. Même Immortan Joe est intéressant, même les autres vilains ils ont un rôle excessif mais ils sont là pour ça. Voilà, il n'y a pas un personnage dont on se dit ouais celui-là bof, même les mères que l'on retrouve dans la partie du film, voilà, celle qui a les graines, c'est un personnage très symbolique. Dans le côté, il y a un avenir auquel on peut espérer. Donc, en fait, je trouve que Miller a mis la bonne dose de tout ce qu'il fallait dans chacun des personnages pour construire un récit qui garde le côté nihiliste de la saga. Et en même temps, il y avait aussi ça dans les autres épisodes. Il y a quand même un côté, un côté espoir, c'est-à-dire que effectivement, on est dans une dystopie avec une humanité qui semble courir à sa fin, mais il y a toujours un espoir qui demeure. Et ça, je pense que c'est capital pour Miller. Justement, en parlant là, je me disais, il y a une réhumanisation. On a parlé de Max qui se reconstruit, mais finalement, tous les personnages, ils apprennent à vivre avec les autres, à travailler ensemble pour finalement reconstruire une nouvelle citadelle à l'arrivée, donc pour construire un lendemain meilleur. Et ça, c'est beau. C'est pour ça, quand on me dit que le film raconte rien, je suis désolé. Non, c'est faux. Et d'ailleurs, c'est marrant pour l'anecdote, au départ, le film ne devait pas se terminer comme ça. Parce que quand c'était Mel Gibson qui jouait encore Max, en fait, ils avaient l'intention de faire monter en fait Max sur la plateforme avec Furiosa et avec les épouses. Et en fait, une des épouses devait se colorer en bleu à l'époque où le personnage d'Immortan Joe était encore en bleu, pour montrer qu'elle prenait le pouvoir, en fait, que c'était elle maintenant qui allait diriger. Et en fait, Max tournait son visage vers la caméra, donc vers le spectateur, avec un regard disant, bah, vous voyez, en fait, il y a un autre tyran qui prend la place du précédent tyran. Donc pour dire, donc c'était beaucoup plus noir en fait. Et pourquoi c'était comme ça? Parce qu'en fait c'était censé clore en fait le Mad Max version Mel Gibson, puisque Mel Gibson, s'il l'avait interprété, savait que c'était la dernière fois qu'il le jouait. Et donc il y avait un côté beaucoup plus noir. Et quand ils se sont rendus compte qu'ils allaient jouer avec un Mad Max, avec un Max plus jeune, en fait ils ont voulu changer cette fin pour se dire à la fois, bah, on va garder le côté solitaire de Mad Max qui va s'enfuir seul, enfin qui va partir seul, et en même temps, on se donne l'opportunité de retrouver ce personnage un peu plus tard. Ah, mais cette fin-là, moi, elle me plaît bien aussi. Enfin, elle me plaît bien dans l'autre sens, tu vois. Le côté, c'est plus ce que ça raconte, mais le fait que finalement, quelqu'un d'autre prend le pouvoir, et après, en prenant le pouvoir, bah, forcément, ça devient un tyran, et l'histoire se répète, j'adore. Ouais. Mais j'aime bien aussi le côté positif de la fin qu'on a là. On va pas lui cracher dessus. Et du coup, je voulais revenir aussi sur le traitement de ce qu'on appelle le world building en science-fiction. Parce que, alors, globalement, l'idée de Mad Max, tout le monde là, comme j'ai dit, hein, on a adapté des hommes. Moi, j'avais un pote, il était fan d'Hokuto no Ken, il m'a dit, ouais, il paraît que c'est inspiré d'un film, là, un truc, là. Je fais, bah, Mad Max. De quoi? Mad Max? Je fais, ouais, je crois que c'est ça. Je fais, comment ça? Tu crois que c'est ça? Tu connais pas Mad Max, mec? T'es sérieux? Bref, pour dire que tout le monde connaît d'une manière ou d'une autre. Ce que je trouve très intéressant, c'est le traitement de la citadelle. Parce que là, encore une fois, c'est pas raconté, il y a des mots qui sortent comme ça, et par ces mots et par ce qu'on voit, on crée tout un univers qui est assez flou pour être fantasmé, mais assez clair. Par exemple, un truc tout bête, le fait que les personnages prennent les volants des voitures, c'est pas des clés, hein. Ils ont pas les clés, ils ont les volants. C'est plus visuel pour dire qui conduit pas. Les Warboys qui se spraient la gueule et qui veulent mourir pour aller au Valhalla, truc des Vikings. Qu'est-ce que ça vient faire là? L'Aquacola, quoi? C'est quoi ce nom? Mais c'est génial parce que ça veut dire qu'ils contrôlent ça un peu de manière
il dit non, ne devenez pas dépendant, donc il y a tout un aspect. Comment il s'appelle, Immortan Joe et tout ça qui sont en hauteur, les autres sont en bas. Là, évidemment, bon, allez, on a de la culture, ça fait Métropolis, voyons. Hein, et pour monter, comme on est dans un monde où l'énergie est rare, bah, qu'est-ce qu'on fait? On fait une espèce de plateforme, comme on a dit, qu'on monte, mais on la monte à la sueur du bras, et ça crée une différence entre ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas, parce que ceux qui sont en bas ne peuvent pas monter. Je trouve, il y a tout un univers, je profite aussi, le nom des villes, on les nomme presque par leur fonction. Est-ce que c'est le vrai nom de ces villes, ou un peu comme à une époque, et encore de nos jours, il y a des villes, on les appelle d'une certaine manière, dans le pays, ils ne les appellent pas comme ça. Hein. Bon, là, tout de suite, l'exemple que j'ai, c'est un pays, c'est la Croatie, qui ne s'appelle pas du tout comme ça en croate. Hein. Ça ressemble vaguement. Donc, je trouve qu'il y a vraiment tout un univers qui construit super efficacement pour donner vie à plein de choses et beaucoup d'informations indirectes. En fait, c'était déjà présent dans les autres épisodes de la saga. George Miller, il cherche à jouer un peu avec les archétypes. Il n'a jamais caché que à partir du... C'était déjà un peu le cas dans le premier, mais surtout à partir du deuxième film, il joue avec le monomythe de Joseph Campbell, qui est un auteur qui a écrit plusieurs livres, et notamment Le héros au mille et un visages, qui part du principe qu'il y a des mythes différents dans toutes les cultures, mais qu'il y a des points communs et qu'en fait tous ces mythes se rapprochent. Et c'est un auteur aussi qui a influencé George Lucas pour Star Wars. Et en fait, Miller joue avec ça, c'est-à-dire que il va créer des archétypes. Max est un archétype d'anti-héros. Les méchants, c'est des archétypes. Immortan Joe, c'est l'archétype du méchant qui soumet son peuple. Mais là où Miller a beaucoup de talent, il n'y a pas que pour ça, mais notamment pour ça, c'est que en fait, il se dit, qu'est-ce que je peux faire avec ces archétypes? Comment je vais faire pour créer mon mythe à moi visuellement? Et là où il est vraiment fort, c'est qu'il prend des risques. C'est-à-dire que, par exemple, dans le deuxième film, faire des méchants influencés par le côté punk, fallait quand même oser. C'est-à-dire que un méchant avec une crête rouge, billet de cuir et un chef des méchants avec un masque de hockey et un slip clouté, pour être pris au sérieux, il faut quand même oser, quoi. Et en fait, ça marche. Et tout ça, tout le côté esthétique de la saga, il est extrêmement important. Et il y a plein de petites idées comme ça. Effectivement, tu le disais, les volants avec ce fameux logo avec une tête de mort et des flammes. Et il parsème vraiment toute la saga, et peut-être encore plus sur Hero de ça, notamment à travers les véhicules. Et en même temps, il met des éléments que tout le monde peut comprendre. C'est-à-dire que l'eau qui ruisselle, ça veut dire que Immortan Joe, c'est le chef parce que c'est lui qui possède l'eau. Il a une serre où il fait pousser des plantes au sommet dans son repère. Et donc il a toute la cohorte de Warboys qui sont à son service. Donc la force de Miller, c'est qu'il joue avec les archétypes, mais qu'il les utilise de manière, je vais pas dire, c'est un mot un peu fort, mais des fois il y a un côté grotesque, mais qui marche très très bien. C'est-à-dire qu'on pourrait vite tomber dans le ridicule, et au final, ça donne une puissance très moderne en fait à son récit. Ouais, mais par exemple, si tu prends Humongous, le méchant du 2, et tu prends Immortan Joe, mais sur Humongous, c'est assez parlant parce que justement, comme tu as dit, ça a l'air d'être un gros bras. T'imagines bien dans le stéréotype, le gros bras un peu débile. En fait, le mec il est super intelligent. Quand tu prends le micro, il négocie. Bon, on vous laisse quelques jours et tout. Ça contredit l'image. Et Immortan Joe, c'est alors peut-être moins marqué à ce niveau-là, mais c'est quand même un personnage qui doit être très intelligent pour justement réutiliser toutes les connaissances, on va dire, de l'ancien monde pour créer sa société comme ça. Je trouve ça super. Ouais, je pense que dans Fury Road, on raconte, on montre plutôt le côté, complètement, un peu fou et tyran du personnage. Et je pense que le personnage, il revient dans Furiosa. Et ça va être intéressant de voir aussi comment il est devenu ce personnage-là, comment effectivement il a maîtrisé les connaissances de l'ancien monde et les vestiges en fait de l'ancien monde pour devenir
ce personnage qui domine les autres. On le retrouve d'ailleurs un peu ça, de manière un peu moins évidente, mais dans Mad Max 3, où Entité aussi, elle essaye d'avoir un peu la mamie sur Bartertown, mais il n'arrive pas totalement parce qu'elle a Master Blaster dans le monde du dessous qui lui pose quelques soucis. Mais il y a toujours ce côté dans Mad Max, qui est ce côté de domination. Il y a toujours ceux qui dominent et ceux qui sont en dessous. Et ça fait partie, je pense, c'est un élément essentiel aussi dans la dystopie que Miller veut mettre en avant et qu'il a commencé à développer surtout dans le deuxième film. Et tu as parlé de Campbell, je pense que là c'est clair, bon, c'est déjà le cas dans le 3, Bartertown, on quitte, on revient, même dans le 2, on quitte la raffinerie, on revient finalement. Mais là on a vraiment cette idée de je quitte le problème, et finalement on dit quitte pas le problème, affronte-le. Et on a le retour, le voyage du héros qui revient transformé. Oui, et puis c'est une allégorie de Max aussi, je pense, qui en fait depuis la fin du premier film fuit un peu son traumatisme, c'est-à-dire qu'il est devenu ce personnage parce qu'il a perdu sa femme et son enfant, et finalement qu'il n'ose pas trop affronter ça. Et d'ailleurs dans le deuxième film, le personnage le chef des résistants lui dit à un moment, mais t'es un charognard, on a tous perdu des gens, on a tous souffert, et toi tu vis des restes de ce monde. Il essaye de lui faire prendre conscience de ça, et en fait Max il réagit de manière un peu violente et il s'en va, quoi. Et le fait aussi effectivement de retourner là où tout a commencé, je pense que c'est effectivement une sorte de métaphore de Max qui lui va essayer de renouer avec lui-même et de se réconcilier avec la personne qu'il était. Donc il y a une forme de cycle, de cercle que Miller a. Enfin, c'est totalement volontaire de la part de Miller, bien sûr. Alors après, quand on voit le film la première fois, je comprends que ça puisse déboussoler et dire attends, ils sont partis dans un sens, là, tu fais juste un retour, c'est sérieux. Mais il y a une logique derrière. Maintenant, j'ai une question à te poser, vraiment, parce que je trouve que c'est une scène qui est presque too much dans le film. C'est la scène en mode nuit américaine, où justement, il y a le mec qui débarque avec le Requiem de Verdi, et puis il y a un moment où Max, il fait « je reviens », il part, il revient, puis genre, il a flingué tout le monde, il a tué tout le monde. Comment tu vois cette scène, toi ? Je pense que là, Miller, il s'est dit allez, je vais montrer à quel point Max il peut être un peu badass. Et puis là, je pense qu'il joue un peu avec les codes du héros, c'est-à-dire que il dit je vais montrer que Max il a peur de rien. Et puis je pense que dans cette scène-là, à la fois il montre le côté badass de Max, et puis il y a peut-être aussi le côté presque le mot un peu fort, mais presque suicidaire du personnage. C'est-à-dire que finalement il n'a pas grand-chose à perdre. Puis il se dit allez, je vais y aller. De toute façon, on peut faire que comme ça si on veut continuer à avancer. Donc peut-être que je vais y rester, mais j'y vais. Et le fait que Miller ne montre pas la scène, évidemment, quand il revient, il y a un côté presque un petit peu héroïque et voilà. Donc je pense qu'il a tellement montré Max dans des positions parfois un peu faibles et un peu qui subissaient un peu les situations dans le film, qu'il est aussi obligé de contrebalancer avec des séquences, avec des moments où Max montre que si on l'appelle le guerrier de la route, c'est pas pour rien non plus, quoi. Guerrier de la route, chose qui se fait tatouer au début. Quand il le tatoue, au début, ils mettent Lone Road Warrior, entre autres. Ils disent qu'il a aussi des bons yeux, good eyes, et qu'il est zéro négatif. Qui permet, enfin, d'honneur universel, qui permet d'aboutir à l'une des dernières scènes avec Furiosa, évidemment. Oui. Ouais. Et d'ailleurs, son nom dans le film, si je dis pas de bêtises, Max, il ne le dit qu'à la fin, justement, à Furiosa. Absolument, ouais. Ça, c'est un moyen d'affirmer le fait que ça y est, il fait confiance à Furiosa, parce que jusqu'ici, il y a quand même un peu de méfiance toujours dans le film. Et là, le fait qu'il, non seulement qu'il lui transfuse son sang et qu'il en plus lui donne son prénom, c'est pour acter le fait que ça y est, ils se font confiance l'un l'autre. Ouais. Et pour moi, ça va aussi dans le sens de cette réhumanisation. Absolument, complètement. Ouais. Je deviens le mec. Bref. Ouais. J'avais plein d'autres trucs à dire. Oui, comme tu as dit, pour moi, la scène de la nuit américaine, c'est vraiment aussi un côté, iconisation du personnage à fond la caisse. qui Puis je pense aussi que visuellement, le côté bleu de toute cette séquence
Il y a aussi une logique, enfin une sorte de continuité esthétique chez Miller, parce que on le retrouve un tout petit peu dans Mad Max 2 quand il observe la raffinerie au début du film. Et puis il y a une scène aussi qui dure juste quelques secondes, mais dans Mad Max 3 où les enfants dorment sur le sable. Et en fait, il y a un enfant qui dit vite, venez voir. Et en fait, il voit les lumières au loin de Bartertown. Et on est dans ce côté bleuté aussi. Donc ça donne aussi une certaine continuité à la saga de voir cette scène effectivement en nuit américaine. Ouais. Et question, tu as vu la version Black and Chrome? Je l'ai dans ma DVD Tech ou Blu-ray Tech, je sais pas comment on dit, mais je l'ai pas encore regardé. Mais je l'ai. Je me suis toujours demandé ce que ça pouvait donner. Alors, il y a des plans, c'est évident, tu sais, quand par exemple, Furiosa, elle a son maquillage en dégradé sur les yeux et tout, et certains plans sur les yeux, ça, c'est évident. Ouais. Après, certains autres trucs, je suis pas certain. Peut-être que ça aide aussi, parce qu'à la base, je crois que c'est ce qu'ils voulaient, faire une version comme ça, en noir et blanc. Alors ça, je sais pas, j'ai pas d'infos sur le fait qu'ils voulaient éventuellement tourner en noir et blanc. De toute façon, je pense que il s'est permis ça parce que le film a bien marché. Après, je pense que de toute façon, la Warner ne l'aurait pas autorisé à tourner un film de cette ampleur en noir et blanc, enfin le sortir en tout cas en noir et blanc. Donc d'ailleurs, au départ, il devait aussi tourner en 3D, parce que évidemment, avec Avatar en 2009, la mode de la 3D est revenue au premier plan. Et il avait l'intention de le faire, il y avait des tests qui ont été faits, et puis il s'est rendu compte que vu la manière dont il voulait tourner, au milieu des cascades et tout, ça aurait été trop compliqué. Et donc il a abandonné l'idée, mais le film a quand même été converti en 3D après, quoi. Mais le film, il y a une version 3D qui existe, mais c'est pas une version native 3D, quoi. Bon, maintenant qu'on a expliqué tout ça, on va quand même parler un petit peu des scènes d'action, quand même, un tout petit peu. Ouais. On va pas les décrire, tout le film, mais tout ce qu'on a dit là, c'est en plus d'un film qui, sur 2 heures d'action, doit bien avoir, 1 heure d'action au moins, si c'est pas plus, je sais pas. Je pense même plus, ouais. Je voulais pas être trop gourmand, mais on va dire qu'il y a un film d'action qui ne s'arrête jamais. Et tout ça, c'est en plus de l'action. Et l'action, je pense que tu l'as dit, c'est les cascades le plus possible réelles, même s'il y a des effets numériques. Mais l'important, c'est que ça ressemble, qu'on ressente la cascade, qu'on ressente la scène d'action. Et avec ça, tu as très bien parlé du montage, de la lisibilité de ces satanées scènes d'action. Il y en a plein qui font des scènes d'action qui sont illisibles, ils sont là, et fait une scène d'action. Il y a 2 éléments, effectivement, on pourrait rentrer dans les détails de toutes les scènes d'action, mais là, il faudrait parler pendant 24 heures. Il y a 2 choses qui résument assez bien le travail de George Miller sur ce film. C'est les polecats, c'est-à-dire les perchistes, qui sont qui vont de droite à gauche. Et il avait eu cette idée-là en voyant une photo dans un magazine, et il l'avait proposé à Braden McCarthy, et Braden McCarthy a dit non, mais on va mettre des soldats sur des perches, et puis ça va être des sortes de pirates du désert. En fait, ils vont avec leurs perches prendre des gens dans les véhicules, et Miller s'est dit ouais, super idée, il faut qu'on développe ça. Et la question, c'était, est-ce qu'on peut faire ça en vrai? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, quand les véhicules roulent, faire vraiment des gens qui vont être sur des perches et qui vont se pencher vers les véhicules? Et au départ, Miller a dit que ça ne sera pas possible. Et en fait, son équipe de techniciens a dit, il faut qu'on garde l'esprit du film, on essaie de tout faire en vrai, on va essayer aussi de le faire. Il y a plein de tests qui ont été faits. Puis ils ont réussi à trouver un système de balancier. Alors moi, je ne suis pas ingénieur, donc je ne saurais pas décrire en détail comment ça marche, mais qui a permis de le faire vraiment. Et Miller raconte que quand il a vu que ça marchait, il en avait presque les larmes aux yeux, tellement il s'est dit, mais ça va être génial à l'écran. Et moi, je trouve que le plan le plus incroyable, moi, je trouve, du film, c'est quand Tom Hardy est au sommet de la perche et qu'il revient et qu'il y a l'énorme explosion derrière lui. Ce plan, il est absolument incroyable. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est une combinaison, en fait, de tous les effets qu'on peut trouver. C'est-à-dire que, en fait, les véhicules qui sont à côté de Tom Hardy ont été filmés en vrai. Tom Hardy a été filmé en vrai sur la perche. L'explosion a été filmée en vrai. Et tout ça, évidemment, a été assemblé grâce aux effets numériques. Donc, il y a vraiment une combinaison de tout l'art, en fait, de ce qu'est le cinéma. Et je trouve que ce plan-là, et notamment les scènes avec les polecats, sont très symboliques du travail de George Miller. Et aussi un petit mot sur la dernière scène, la dernière poursuite quand ils repartent vers la citadelle. Mark Seston raconte que quand je lui pose la question quelle est la scène qui a été la plus difficile à concevoir,
Et tout de suite, il a répondu c'est la dernière, parce qu'à ce moment-là, j'étais tout seul avec George Miller quand il a fallu concevoir cette scène-là. Et il a fallu travailler 8 mois avec George Miller tous les jours pour concevoir les storyboards de cette scène-là, pour que tous les véhicules qui sont dans cette scène-là, et ils sont nombreux, ça ait du sens, pour que le spectateur en fait soit jamais largué, qu'il comprenne ce qui se passe, parce que il y a tellement de films d'action où on dit c'est impressionnant, mais en fait on comprend pas ce qui se passe. Et ce qui est fou avec Mad Max, c'est que... Correction, sur cette chaîne, on dit que c'est de la merde. Et ce qui est fou sur Mad Max, en fait, c'est que le spectateur, il n'a même pas l'occasion de se poser la question de ce qui se passe, parce qu'en fait, c'est tellement bien filmé qu'on comprend en fait tout ce qui se passe. Alors qu'on pourrait se dire, maintenant je comprends pas, la Max, il était sur un autre véhicule, maintenant il se retrouve sur le War Rig, comment il a fait? En fait, on comprend tout ce qui se passe. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a des scènes un peu folles et des choses qui paraissent dingues, qui dans un autre film, on se dirait c'est mal filmé, c'est n'importe quoi, ouais, d'accord, fais-moi rire. Alors que là, même si c'est too much, on y croit et on est complètement dedans. C'est-à-dire que quand, par exemple, Furiosa, elle rattrape avec son bras mécanique Max, qui est prêt à tomber, qui est accroché à la portière et qui est à 2 cm du sol, on est comme ça, on se dit waouh, c'est fou, quoi. Et on y croit vraiment. Et ça, je pense que Miller, il a réussi ça parce qu'il a travaillé très très longtemps sur son film et il a su ce qu'il pouvait faire ou pas faire. Mark Sexton raconte par exemple qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été enlevés parce que c'était trop. Et il raconte notamment qu'à un moment, il y avait une scène où il y avait un véhicule qui devait sauter par-dessus le War Rig et en fait se retourner comme ça. Et après, voilà, comme ça, se retourner et après réatterrir sur ses roues. Comme un peu, je ne sais pas si les fans de James Bond vont s'en souvenir, dans L'Homme au pistolet d'or. J'avais la ref avant que tu le dises. C'est ça que je pensais. Où le véhicule, voilà, il saute sur un espèce de tremplin, puis il fait un tour complet sur lui-même et il retombe de l'autre côté de la rive. C'était un peu inspiré de cette idée-là. Et là, ils se sont dit, là, on va peut-être un peu trop loin et du coup, ça va faire un peu too much. Et en fait, et le spectateur va sortir du film. Et cet équilibre-là, il est fou dans Mad Max parce qu'on voit des choses folles et pourtant on se dit c'est possible. Et c'est ça que je trouve assez incroyable dans ce film en ce qui concerne les scènes d'action en tout cas. Ouais, la fameuse suspension d'incrédulité qui n'est pas heurtée parce que le film arrive à rendre crédible tout ce qui se passe. Oui, complètement, ouais, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Ouais. Puis personnellement, en plus, j'ai une connexion totale avec le film parce qu'à un moment donné, on repart à une course-poursuite, on voit encore les mecs en train de pendouiller comme ça. Puis à ce moment-là, je dis, ce serait bien qu'ils changent un peu d'élan, là. Ce serait bien, je sais pas, qu'il y ait une tronçonneuse. Et tout d'un coup, le mec, il met sa tronçonneuse, j'aime ce film. J'aime ce film. J'aime ce film. Il y a pas mal de choses, par exemple les Rock Riders qui sont avec leur espèce de motocross dans le canyon. En fait, Brendan McCarthy raconte qu'il était dans un bar un jour et il voit sur un écran un spectacle, un show avec ce genre de moto, avec des motos qui sont sur des tremplins, qui font des sauts assez impressionnants. Et il s'est dit tiens, pourquoi pas utiliser ça, ça pourrait faire un clan un peu différent et on aurait une autre esthétique. Et ils l'ont utilisé. Et voilà, c'est cette manière d'amalgamer un peu différents styles et de trouver une esthétique qui va servir le récit en fait. Je parlais de world building, je vais y arriver tout à l'heure. C'est exactement ça. Chaque clan a son type de véhicule qu'on reconnaît facilement et tout. Et en plus, ça tombe pas dans la facilité en mode on va les peindre en jaune et on va les peindre en rouge. Oui. Par exemple, on voit au début, dans la première course, le camion de Furiosa qui est attaqué par les Buzzards, qui sont ce clan qui ont des véhicules qui sont bardés de pics. Et en fait, Brendan McCarthy, qui est venu avec cette idée-là, il s'est inspiré d'un véhicule qu'on voit dans un film de Peter Weir, Les voitures qui ont mangé Paris de 75 ou 74. Et il y a un véhicule comme ça à la fin du film qui ressemble beaucoup à un des véhicules qu'on voit dans Fury Road. Et il s'est aussi inspiré d'un lézard australien qui, pareil, est bardé de pics. Donc, il y a vraiment cette idée de proposer des choses visuellement intéressantes, mais en même temps qui ont un vrai rôle dans le récit, quoi, qui sont pas là pour juste gratuitement pour faire joli. C'est ça. Et c'est pour ça que le film, il y a plein de choses qui fait qu'il est lisible, qui se suit, voilà, c'est dire du film, je reviens sur ça, c'est un peu ma bataille là, qu'il n'a pas de scénario, qui raconte rien, ou j'en sais trop rien, j'ai envie de dire non les gens, non. Moi j'ai envie de revenir
Attends, En vas-y, fait, vas-y. il a un scénario qui suffit à ce que Miller veut raconter. C'est-à-dire, Miller, il a une chose à raconter et il n'a pas besoin d'un scénario où il y a 400 lignes de dialogue. Et, euh, et en fait, les gens qui disent, je pense qu'il n'y a pas de scénario, c'est dans la conception qu'ils ont du scénario, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait des rebondissements, il faut que tel personnage trahisse tel autre, il faut que voilà. Là, voilà, il a écrit une histoire qui n'a pas besoin d'avoir 36 000 rebondissements pour fonctionner. Et je pense que le scénario aurait été plus entre guillemets complexe et plus développé. Je pense que ça aurait vraiment desservi le film. Complètement, complètement. Je pense qu'il fallait pas ça, justement. Et j'avais un autre truc à dire, mais vu que je t'écoute en même temps et tout, j'oublie les trucs et ça m'embête. Donc, je te laisse parler et je trouve quelque chose, je me rappelle plus. Euh, je sais plus. Zut. Ben non, mais je sais pas si on peut peut-être, si on approche de la fin, dire un mot sur peut-être sur ce qu'on peut attendre de Furiosa Ouais, ouais, dans ouais, quelques ouais. mois. On a tous vu, enfin, je pense que les gens qui regardent la vidéo ont vu la bande-annonce du prochain film, qui a été un peu critiqué par certains pour le côté, voilà, visuellement, on sent un peu trop le numérique, mais bon, moi je trouve que visuellement, au niveau de l'esthétique, il est quand même pas si loin que ça, il y a quand même une vraie continuité avec Fury Road. Puis surtout, on est dans une bande-annonce qui est d'un film qui sort dans 6-7 mois, donc il y a encore du boulot certainement. Et puis, bah, moi, ce que j'attends surtout au-delà de ce que Miller est capable de faire d'un point de vue visuel, et ça, j'ai aucun doute qu'il va nous proposer des choses assez incroyables. C'est qu'est-ce qu'il va nous montrer du personnage de Furiosa, du personnage d'Immortan Joe, voilà, quel est le rôle de méchant de Chris Hemsworth. Voilà, c'est tout ça. Et puis, moi, je croise surtout les doigts pour que le film fonctionne. Parce qu'on peut penser, faut savoir que quand il s'est lancé dans Fury Road, il a eu tellement de temps pour réfléchir que il a déjà envisagé un autre film qui s'appellerait Westland et qui là a priori permettra à Max de revenir. Donc si le film fonctionne, si Furiosa est un succès, quand je dis un succès, aujourd'hui il faut au moins qu'il fasse au moins 400 millions de dollars de recettes dans le monde. Voilà, on peut espérer retrouver Max peut-être d'ici 2, 3, 4 ans, même s'il ne faudra pas trop traîner, parce que George Miller n'est plus tout jeune, il va bientôt avoir 79 ans. D'ailleurs, c'est absolument phénoménal qu'à cet âge-là, il arrive encore à faire ce genre de film. Dans le magazine, j'interviewe le monteur de Mad Max 3, Richard Francis Bros, et je lui pose la question, qui bah, vous êtes à la retraite maintenant, vous êtes un peu plus jeune, quelques années plus jeune que George Miller, mais qu'est-ce que ça vous inspire, le fait qu'il fasse encore ce genre de film? Et il me répond, j'arrive pas à... Enfin, en même temps, je comprends que Miller fasse ce genre de film parce que c'est un passionné voilà, c'est ça. Il adore faire des films. Mais faire un film comme Furiosa à son âge, c'est fou qu'il ait l'énergie de faire ça. Effectivement, ça paraît assez dingue. Surtout, vu la manière dont il filme Louis, ce sera un film fait sur fond vert. Voilà, on peut se dire, bon, bah, c'est différent, mais vu qu'il filme la majorité de ses cascades en vrai, c'est assez hallucinant qu'à bientôt 79 ans, il soit capable de fournir ce genre de production. Alors moi, j'avoue, quand je l'ai vu, les effets spéciaux m'ont en effet un peu refroidi, je vais pas mentir. Mais le film n'est pas fini, les effets spéciaux sont pas finis. Et un mec qui t'a fait Fury Road, même si son film là, il sort, c'est nul. Ok, c'est possible. Mais un mec qui t'a fait Fury Road, vous pouvez quand même lui laisser le bénéfice du doute jusqu'à la sortie du film, non? Avant de gueuler. Clairement, ouais. Je pense que quand le mec qui t'a fait ça, tu dis bon, écoute, je te laisse faire et je regarderai ce que tu me sors. Et là, je serai d'accord, pas d'accord. Ouais, ça vaut au moins le coup d'œil, quoi. Voilà. Bon, on peut pas laisser le bénéfice du doute à un mec qui nous a fait un tel film, je sais pas. C'est clair, ouais. Alors, En tout cas, oui, voilà, moi je croise vraiment les doigts pour que le film fonctionne. On ne sait jamais, hein. Peut-être que finalement le Fury Road ça a été un petit miracle et que un deuxième miracle ne se produira pas. Mais effectivement, après avoir vu Fury Road, je pense que ne pas avoir envie de voir Furiosa, c'est voilà. Et puis voilà, si on peut avoir une chance de revoir le personnage de Max dans un autre film, moi je signe tout de suite, hein, ça c'est clair. tout à fait. Alors j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Ah. Je voulais parler d'un truc tout bête, mais que moi j'adore dans le film. Il y a un plan qui est incroyable, c'est quand on découvre le guitariste. Parce que d'abord, on est derrière, on voit les mecs qui font des tambours,
comme sur les champs de bataille, hein, des gens qui faisaient des tambours. Il paraît qu'à la base, les tambours sur les champs de bataille, c'était pour éviter d'entendre ses camarades agoniser, donc de donner le courage. Donc on a ces tambours de guerre sur un véhicule, parce qu'on est dans Mad Max, et tu as la caméra qui passe comme ça, qui monte, tu arrives de l'autre côté, et tu as le guitariste. Et là, tu dis, c'est ça, Mad Max. Des véhicules, des trucs à l'ancienne, des trucs actuels, où on fait de la musique avec un guitariste qui fait de la guitare électrique. Tu dis, c'est complètement fou. Ouais, c'est ça. En fait, on n'a pas peur que le spectateur se dise mais c'est quoi ce truc, quoi? Qu'est-ce qu'il nous fait? En fait, Miller, il n'a pas peur de ça parce que je pense qu'il a tellement confiance en ce qu'il raconte et en son talent de metteur en scène, tout simplement, que aller dans des trucs qui seraient ridicules ailleurs, chez lui, en fait, ça fait partie de l'univers de Mad Max, effectivement. Dire, voilà, quand vous avez, ce qu'on disait tout à l'heure, quand vous avez un personnage comme Mingus qui a un look totalement improbable et qui pourtant est complètement crédible, ouais, dans Mad Max 4, vous allez mettre un guitariste avec une guitare qui lance des flammes, quoi. Pourquoi pas, allons-y. Et d'ailleurs, il le raconte, hein, Brendan McCarthy, il dit que de toute façon, avec Miller, il faut avoir 5 idées à la minute, et puis il y a des choses qu'on jette à la poubelle. Et à un moment, il y a un truc, on va se dire, ouais, mais ça, c'est intéressant, allez, on développe, et on y va. On n'a pas peur, justement, de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Warner, à un moment, au moment de la post-production, a eu un peu peur pendant le montage, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient un film un peu étrange, avec une esthétique un peu bizarre, mais qu'au final, parfois ça paye. Hein. Je veux dire, pourquoi le film est si original et a vraiment marqué les esprits, c'est parce que c'est une combinaison de tout ça, quoi. Rappelons que la Warner, à cette époque, en ce qui concerne Man of Steel, se posait la question de comment est-ce que Superman allait retourner sur sa planète. Hein, je rappelle. Bref, je dis ça et je dis rien. Mais ce qui est aussi très fort avec ce guitariste, c'est que d'abord, tu le vois, tu fais ah, excellente l'idée. Mais il n'apparaît pas qu'une fois. C'est pas juste une idée. C'est réutilisé. À tel point que Max va même se taper avec ce guitariste. Tu te dis, c'est non seulement, et ça, c'est tout le film, hein, ça, c'est juste ça représente, c'est qu'il y a une idée et elle est utilisée jusqu'au bout. C'est pas juste voilà une vague d'idées. Non, 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 toutes les idées sont exploitées. C'est génial. Ouais, c'est oui. Et absolument puis on est génial. aussi dans l'idée de donner des identités très marquées aux véhicules, aux différents véhicules du film. Et ça, évidemment, le fait de mettre un véhicule voilà, avec une sorte d'orchestre dessus et puis un guitariste un peu étrange. Et puis il va jusqu'au bout du truc, hein, Miller, parce que quand le Doof, c'est le nom du véhicule, le Doof Wagon, se renverse, en fait, le dernier truc qu'on voit, c'est la guitare qui s'approche de l'écran, quoi. Donc il assume le truc jusqu'au bout, Miller, et c'est ce qui fait aussi la qualité du film, c'est-à-dire qu'on assume cet univers parfois, je disais tout à l'heure, à la limite du grotesque, mais voilà, ça ne nuit pas à la gravité du film. Quand je dis gravité, c'est le côté voilà, la force psychologique des personnages, leur développement. Voilà, il y a des choses qui peuvent paraître too much, et je comprends que certains spectateurs puissent se dire mais moi j'ai pas adhéré parce que il en fait trop, mais pour moi ça fait vraiment, comme tu disais, ça fait partie de la saga, hein. La saga, on ne l'envisage pas autrement. Alors je mets le premier film à part parce que le premier film est un peu différent, mais toute la saga, elle évolue vers ce côté-là, et c'est impossible aujourd'hui d'envisager Mad Max autrement que comme ça. Et du coup, puisqu'on a parlé du guitariste, il y a un autre point sur lequel on doit parler, parce que ça a beaucoup fait parler, et j'ai l'impression que ça a bien lancé la carrière du compositeur de la musique du film. Oui, ah ouais. Ouais, la musique, c'est un élément important du film. De toute façon, pour que son univers existe, Miller, il savait qu'il fallait qu'il fasse beaucoup de choses avec le son et notamment la musique. Et c'est vrai que le rythme très puissant, toutes les percussions qu'il y a dans la composition de la musique de ce film, elle est totalement en adéquation avec le rythme du film, surtout parce que voilà, pour tenir le rythme que Miller impose, il faut aussi une musique qui soit en adéquation. Et ça, c'est fort parce qu'il y a aussi des passages où il n'y a pas forcément beaucoup de musique, parce que Miller aussi tient à mettre, il le dit, il l'avait déjà fait dans le numéro 2, numéro 3, et des fois il y a des scènes qui n'ont pas besoin d'en rajouter avec de la musique. Et ça permet aussi justement, quand la musique arrive, d'avoir un impact d'autant plus important. Et c'est vrai que moi j'ai revu le film récemment, évidemment, plusieurs fois pour le magazine. Et c'est vrai que la musique, c'est vraiment un élément essentiel de ce film-là, peut-être encore plus que
que dans les autres films, même si la musique de Brian May dans les deux premiers est excellente. Brian May qui n'est pas rien à voir avec le guitariste de Queen, hein, c'est un homonyme. Et celle de Maurice Jarre aussi, hein, qui est peut-être un peu plus classique dans le troisième, mais effectivement, je pense qu'on retient, si on retient presque encore plus la musique de ce dernier épisode, ça, je pense. Ouais. Alors, on rappelle que le magazine, il y aura Fury Road, mais il n'y aura pas que ça, puisque en gros, c'est le 2 et le 3, non? Si je ne dis pas de bêtises. Ouais, en fait, pour ceux qui veulent se procurer toujours le premier numéro, je fais un peu de pub, il est toujours en kiosque, encore pour quelques jours. Donc, en fait, l'idée c'était de parler de toute la saga. Moi, je me suis rendu compte qu'en 100 pages, c'était un peu court de tout faire. Donc, j'ai décidé de faire un premier numéro qui est donc celui qui est en kiosque actuellement, consacré au premier film pour le côté making-of, mais qui parle aussi des autres films pour les thématiques des films, c'est-à-dire voilà, le côté dystopique, le côté comment la culture de la route et des véhicules, le personnage de Max aussi. Donc ça, c'est le numéro qui est encore en kiosque et que je conseille évidemment aux gens d'acheter s'ils veulent mieux comprendre le volume 2 qui doit sortir en janvier. Alors, j'ai pas la date exacte, hein, mais le volume 1 qui est lié derrière avec la saga Halloween. Ouais, tout à fait. Ouais. Bah, je l'ai sous la main. Donc, pour ceux qui veulent avoir le Ferrato, avec lequel on a fait une vidéo la saga Halloween. Donc en gros, là-dedans, vous avez la version longue. Voilà, et si on retourne, effectivement, on a du Halloween derrière. Voilà. Donc ça, il est encore en kiosque. Donc n'hésitez pas à vous le procurer. Et le deuxième, donc je peux pas dire exactement quand ça va sortir, mais je pense plutôt autour entre le 10 et le 15 janvier, je pense, dans ces eaux-là, peut-être avant, si ça va un peu plus vite. Et là, c'est vraiment consacré effectivement aux épisodes 2, 3, 4. C'est-à-dire qu'en gros, la construction du magazine, c'est toute une partie making-of pour les 3 films et des interviews, en fait. Il y a 10 interviews Alors, j'ai interviewé plus de personnes, mais il y en a 10 interviews que j'ai laissées sous forme d'interview. Donc, il y a un peu tout le monde. Il y a des acteurs des films, il y a des scénaristes, des illustrateurs, des production designers. Donc, à la fois pour le 2, le 3 et le 4. Voilà. Donc pour ceux qui sont fans de la saga, c'est bien d'avoir les deux, parce que ça fait un bon ensemble sur les 4 films. Voilà. Et on sait déjà ce qu'il y aura comme autre moitié, on a le droit de le dire ou pas? Je sais pas. L'autre moitié, oui, c'est John Carpenter. Rien que ça. Donc, voilà. Donc Halloween, ça, en plus c'est la continuité de Halloween, ça tombe bien. Fait, donc ça veut dire que les deux se complètent, donc c'est fantastique. Ouais. Bref, le mot de la fin en ce qui me concerne, c'est Fury Road, c'est génial, arrêtez de dire des sottises, profitez-en, aimez-le, c'est un cadeau pour moi venu du ciel que ce film qu'on a eu. Je dis pas qu'il est absolument parfait, mais franchement, qu'est-ce qu'on aimerait bien des films aussi imparfaits plus régulièrement. Un petit mot encore sur le film, le mot de la fin. Oui, moi je suis assez d'accord, effectivement, moi, pour l'avoir revu plusieurs fois récemment. En plus, c'est un film, quand on le revoit, on chope des choses qu'on n'avait pas forcément vues lors d'une première ou d'une deuxième, un premier ou deuxième visionnage. Donc, et puis c'est un film qui perd pas de sa puissance quand on le revoit, c'est-à-dire qu'il y a toujours, je trouve, le même impact. Et effectivement, je pense qu'il y a pas mal de films actuels qui devraient s'inspirer de ce film-là, mais ça prouve aussi que c'est un film complètement à part, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'on ne reverra pas des films, on ne peut pas voir des films comme ça tous les ans. C'est un film qui a une production tellement particulière. Et moi, pour le mot de la fin, je conseille aux gens d'aller voir Furiosa. Moi, si ça peut permettre à Miller de continuer de faire encore un film supplémentaire, moi, je signe tout de suite. Donc, allez dans les salles dans quelques mois voir Furiosa. Voilà. S'il est mauvais, on le dira, mais c'est parce qu'on l'aura vu. Voilà. Exactement. Voilà. il y a des films mauvais qui font beaucoup d'entrées. Donc, voilà, comme on disait, après Fury Road, on peut essayer quand même de faire confiance à Miller et d'aller en salle pour voir Furiosa, je pense. Comme je le dis souvent sur les réseaux sociaux, in Miller we trust. Voilà. C'est aussi exactement. On lui fait confiance. Bon, on s'arrête là pour ce soir. Merci à toi d'être venu, hein, surtout. Merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de discuter de sujets intéressants. Voilà. Le plaisir est pour moi et j'espère pour les spectateurs j'espère aussi. Ont passé un bon moment. Et puis on se revoit pour des prochaines aventures et avec beaucoup de plaisir. Très bien. À très bientôt. Allez, je coupe là. Ciao tout le monde.